Alors, ça y est, t'es né. Félicitations. T'es le petit dernier d'une fière famille de bourreaux du Moyen-Âge. Ouais, t'as bien entendu. Pendant que les autres bébés sont emmaillotés dans du lin et promis à devenir boulanger, boucher ou, avec de la chance, moine, toi, on te pose délicatement dans un berceau à côté d'une pierre à aiguiser et d'une hache. C'est pas un hochet que tu agites, c'est ton futur. Au Moyen-Âge, bourreau, c'était pas un job pour lequel tu postulais. Il n'y avait pas de dépôt de CV à la mairie. C'était un héritage, comme un objet de famille super maudit. Si ton père était le bourreau, tu étais le prochain sur la liste. Simple. Pas de place pour une réorientation. Pas d'espoir de devenir un barde itinérant ou un cordonnier un peu triste. Ton chemin était tracé, et il finissait sur le billot. Dès que t'es assez grand pour marcher, les villageois te regardent déjà de travers. Les autres gosses se barrent en courant quand tu vas au puits. Les adultes baissent la voix quand tu passes, comme si tes petites mains de bébé étaient déjà trempées de sang symbolique. Spoiler, elles le sont, symboliquement, bien sûr, pour l'instant. Tu grandis dans une maison où les conversations à table, c'est moins comment s'est passée ta journée, et plus combien de coups pour que ça tranche net. Tu peux pas y échapper. Tes jouets, c'est peut-être des potences miniatures, et tes histoires du soir, c'est des trucs genre écartèlement au lieu de ils vécurent heureux pour toujours. Et c'est pas juste le job, c'est la réputation. Tu pourrais être l'enfant le plus gentil, le plus cultivé et le plus doux du royaume, les gens te traiteraient quand même comme si tu te faufilais dans les maisons la nuit pour chuchoter des menaces aux poulets. Ton nom de famille, il te marque peut-être. Dans certaines villes, des familles entières de bourreaux étaient fichées, suivies et parfois interdites d'entrer dans les églises, les boulangeries ou les bains publics. Hygiène et salut, c'est pas pour toi. Mais bon, y a des avantages. Personne t'embêtera trop. Personne veut se frotter au fils du bourreau. La peur, c'est réel. T'es peut-être pas aimé, mais t'es respecté, de la même façon que les gens respectent le tonnerre ou les couteaux très aiguisés. Alors, bienvenue dans la vie. T'as rien demandé, mais c'est la tienne, maintenant, pour toujours. Alors, ça y est, t'es né. Hurrah. Un bébé tout neuf, plein de joie, emmailloté dans de la laine, baptisé à l'eau bénite et immédiatement maudit par un traumatisme générationnel. T'es le nouveau membre d'une famille de bourreaux, la profession la plus nécessaire mais la moins invitée de la société médiévale. Pendant que les autres enfants sont destinés à barater du beurre ou à hériter un jour d'une ferme ovine, toi, t'es né dans le seul job qui garantit que tout le monde t'évitera comme un inconnu qui tousse pendant une épidémie de peste. Ton avenir est tracé, métal tranchant, foule publique et une vie entière à être le gars avec qui personne ne croise le regard, même quand t'as 6 ans. Et non, tu choisis pas bourreau, c'est pas un truc pour lequel tu postules. Y a pas de salon de l'emploi médiéval avec un stand qui dit vous aimez la justice, vous détestez la popularité? Renseignez-vous. Si ton père balançait la hache, devine quoi? Tigrec passe après la puberté. Même quand t'es un gamin, les villageois chuchotent quand tu passes. T'as même pas commis ta première décapitation et on te traite déjà comme si tu mordais le bétail. Le fils du forgeron a des bonbons. Toi, t'as des regards suspicieux et une place en plus sur les bancs d'église. Si t'as le droit d'y aller, d'ailleurs. Et les repas de famille, c'est moins comment s'est passée ta journée, et plus t'as pensé à huiler la chaîne de la potence? Tes histoires du soir, c'est pas des dragons, sauf s'ils sont pendus pour hérésie. Tes jouets, c'est des échafauds miniatures. Ta version de cache-cache se termine souvent avec des gens qui se cachent et qui ne reviennent jamais. Tu peux même pas te marier en dehors de ça. La plupart des familles respectables ne laisseront pas leur fille à moins de 1,50 mètres de toi, encore moins devant l'autel. Ce qui est peut-être pas plus mal, vu que ton nom de famille est chuchoté comme un mot maudit depuis 3 générations. C'est le fils de Karl, tu sais, celui qui a frappé trop fort l'hiver dernier. Et bien sûr, y a des avantages. Personne n'embête le fils du bourreau. Même la brute du coin veut pas finir comme cobaye. Tu développes un dos solide, une main ferme et un regard froid qui t'évite la plupart des événements sociaux. Ce qui est bien pratique, parce que t'es jamais invité de toute façon. Alors voilà. T'es pas juste né, t'es marqué au fer rouge. T'as pas choisi la vie de la hache. C'est la vie de la hache qui t'a choisi, et elle te lâche pas. Au moment où t'es assez vieux pour te laisser pousser la barbe ou balancer une hache d'entraînement, t'as déjà accepté une vérité fondamentale, la ville a besoin de toi, mais elle préférerait que tu restes hors de vue, de préférence derrière un rideau, une colline ou un voile moral de déni plausible.
En tant que bourreau médiéval, t'es la contradiction ambulante de la société. Tu fais le boulot que personne n'ose faire. Et pour ça, t'es récompensé par le silence, la suspicion et la bénédiction terrifiée occasionnelle à 3 mètres de distance. Les gens te parlent comme si t'étais un puits hanté. Utile en cas de crise, mais profondément dérangeant le reste du temps. Besoin de quelqu'un d'éventrer publiquement, la ville t'appelle. Besoin de quelqu'un d'invité au banquet de mariage de leur fille? Pas question. T'es la solution finale à tous les problèmes que le shérif ne veut pas sur sa conscience. Et pourtant, une fois que le boulot est fait et que la tête roule dans le foin, tout le monde se souvient soudainement qu'il avait quelque chose de prévu. Généralement, n'importe où sauf à côté de toi. Dans les registres du tribunal, on te désigne comme la lame de la justice. Dans les commérages de taverne, t'es le type flippant qui parle probablement au crâne. Tu pourrais sauver un enfant de la noyade, et quelqu'un chuchoterait quand même, oui, mais combien de personnes il a coupé en deux? Pour eux, t'es à la fois punition et paranoïa. Un rappel que la loi a des dents. De grandes dents publiques bien aiguisées. Et faut pas faire semblant, c'est pas juste les paysans. Même les nobles te regardent de haut. Ils te paieront en argent et se féliciteront d'avoir fait respecter la justice. Mais t'es jamais invité à dîner dans leur salle, sauf pour démontrer la bonne façon de manier la hache entre les plats. Le meilleur de tout, c'est que si quelque chose tourne mal, disons que tu rates une exécution ou que quelqu'un devient trop sensible en pleine torture, c'est ta tête sur le billot, au sens figuré et peut-être littéral. La même foule qui a applaudi ta dernière performance se retournera contre toi plus vite qu'une poule effrayée. T'es pas un homme, t'es un outil, et tout le monde fait comme si t'existais pas, sauf quand ils ont besoin que quelque chose soit violemment supprimé. Alors oui, la ville a besoin de toi, mais elle préférerait que tu entres par la porte de derrière, que tu portes une capuche et que tu partes avant le lever du soleil. Pendant que les autres garçons apprennent à labourer les champs, à ferrer les chevaux ou, s'ils sont particulièrement bénis, à lire, ton éducation, elle est un peu plus spécialisée. Tu n'étudies pas les écritures ou les techniques de couture. Tu apprends à sectionner les colonnes vertébrales d'un seul coup net. Bienvenue dans ton apprentissage d'enfance, où la précision n'est pas facultative et où l'échec ne coûte pas seulement des vies, il ruine ta réputation avant même que tu en aies une. Ton père ou un vieux bourreau bourru avec des bras comme des troncs d'arbres t'enseigne l'art sacré de ne pas te planter devant une foule. Parce que même si tout le monde fait semblant de détester ce que tu fais, ils jugeront absolument ta forme, ton jeu de jambes et ton exécution comme si c'était les Jeux olympiques médiévaux. Ton programme comprend des techniques de coupe, parce que rater le coup ne serait-ce que d'un centimètre transforme la justice en spectacle comique. L'anatomie, parce que tu dois savoir quels os sont les plus faciles à casser et lesquels feront rebondir ta hache en pleine humiliation publique. Et la présence sur scène, parce que, soyons honnêtes, chaque exécution est une performance publique. T'es l'acte final, l'événement principal, la raison pour laquelle les gens quittent leur ferme et amènent leurs enfants sur la place de la ville. Considère ça comme du théâtre-dîner, mais au lieu d'un dessert, il y a un démembrement. Y a pas de mannequin d'entraînement, à moins que tu ne comptes la carcasse de porc occasionnelle ou le rebelle extrêmement malchanceux. La plupart de ce que tu apprends, c'est sur le tas. Et soyons honnêtes, tout le monde se souvient de ta première fois, surtout si ça se passe mal. Surtout si tu te bloques, si tu trembles ou, horreur, si tu t'y prends à plus d'une fois. Rien ne te hante comme un criminel à moitié décapité et une foule impatiente. T'es entraîné à être calme, efficace, inébranlable, mais personne ne t'apprend à faire face. Y a pas de service des ressources humaines médiévales, pas de congé pour cause de stress, pas de parchemin comment ne pas penser aux têtes coupées ou pour prendre soin de soi. Tu te contentes d'aiguiser ta lame, d'avaler ta culpabilité et de te préparer pour la prochaine performance. Et qu'est-ce que tu reçois en retour de ton expertise mortelle finement aiguisée? Pas d'admiration, pas de gratitude, juste le silence. Peut-être quelques pièces supplémentaires et l'odeur persistante de la mort sur tes vêtements et ton âme. T'es pas juste entraîné à tuer. T'es entraîné à emporter le poids en silence. Imagine ça, c'est un matin ensoleillé. La place du marché est animée. Les boulangers vendent du pain qui sent vaguement bon. Les forgerons cognent avec une confiance impressionnante. Et le boucher agite un coup près avec enthousiasme. Tout le monde crie les prix, Commère, vit sa petite vie médiévale. Et puis tu arrives. La foule s'écarte comme si tu portais la peste dans une main et une tête coupée dans l'autre. Et pour être honnête, parfois c'est le cas. Mais même quand t'es juste là pour acheter des navets, les gens se dispersent comme des rats devant une torche. Tu vois,
les bourreaux étaient souvent interdits ou fortement déconseillés d'entrer même dans les marchés publics. Dans certaines villes, tu devais attendre après les heures d'ouverture pour acheter de la nourriture. Dans d'autres, t'avais ton propre coin de honte, où les vendeurs laissaient tes marchandises pour que tu les récupères, comme un DoorDash médiéval maudit. Pourquoi? Parce qu'apparemment, l'homme qui s'occupe des meurtres légaux est en quelque sorte trop impur pour toucher un radis. Si tu osais te mêler aux gens ordinaires, ça devenait vite bizarre. Les marchands attrapaient tes pièces avec des pinces ou, pire, les refusaient carrément. Tu pourrais tenir de l'argent propre et ils feraient comme si tu leur avais tendu un scorpion vivant trempé dans la culpabilité. Oh non, non, pas de vous, bon monsieur. Nous sommes eux à court de choux aujourd'hui. Les enfants sont tirés à l'écart. Des signes de croix sont faits. Une poissonnière particulièrement théâtrale crache à chaque fois que tu passes. Pas sur toi, juste assez près pour que ses sentiments soient parfaitement clairs. Toucher les marchandises était risqué. Si tu prenais un pain, personne d'autre n'en voudrait. Si tu effleurais ne serait-ce que les pommes, toute la caisse pouvait être jetée dans un fossé par pure panique spirituelle. Une simple touche de tes doigts maudits de bourreau, et c'est foutu. Finalement, la plupart des bourreaux ont appris à envoyer quelqu'un d'autre faire leurs courses s'ils le pouvaient. Un parent, un serviteur corrompu, n'importe qui avec une aura moins dérangeante, quelqu'un dont les mains ne sentent pas légèrement la justice qui brûle. Et donc tu te retires à nouveau, dans ta demeure solitaire, tes provisions privées, ton style de vie de plus en plus antisocial. Parce que même quand t'es pas en service, la ville se souvient encore de qui tu es. Et il préférerait vraiment que tu ne touches pas le fromage. Félicitations, t'as ton propre chez toi. Malheureusement, c'est pas en ville. Même pas à côté. Ta nouvelle adresse, c'est au-delà de la porte nord, après la potence, à côté des sangliers. En tant que bourreau médiéval, t'as pas juste le dos froid. T'as un bannissement complet par la loi de zonage. T'es pas autorisé à vivre à l'intérieur des murs de la ville avec les gens normaux. Au lieu de ça, ta résidence se situe quelque part entre la cabane d'un ermite et un avant-poste hanté. T'es moins un membre du village qu'un PNJ forestier désagréable. Y a une raison à ça, bien sûr. Une combinaison de superstition, de religion et d'hypocrisie à l'ancienne. Les mêmes personnes qui t'embauchent pour balancer une hache à 10 heures du matin ne veulent pas risquer que ton énergie prétendument maudite se répande dans le quartier à 18 heures. Ta maison est généralement située près des terrains d'exécution, parce que c'est pratique. Pratique pour qui, au juste, reste à déterminer. Pas pour toi, en tout cas. Tu vis dans l'ombre de ton travail, littéralement. La potence qui grince dans le vent, les corbeaux qui te regardent comme si t'étais le prochain. Parfois, des cadavres pendent encore à la vue de ta table de petit déjeuner. Bon appétit. L'endroit lui-même, il est à toi, techniquement. Un cadeau de la ville, ce qui en langage médiéval veut dire « on a balancé du bois d'œuvre dans un champ et on a dit bonne chance ». Plein de courants d'air, humide et merveilleusement isolé. Ta maison est peut-être la seule dans la chrétienté avec un paillasson qui dit « vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir ». Pas pour les visiteurs, mais pour ta propre estime de soi. Pas de voisins, pas de promenade tranquille, pas de marchands itinérants ou de moines de passage. Juste toi, tes outils et le raton laveur occasionnel qui n'a aucun sens de l'espace personnel. Tu peux entendre les cloches de l'église au loin, mais tu n'entendras pas les rires de la place du marché. T'es assez proche pour servir la ville, mais assez loin pour ne jamais lui appartenir. Et quand les tempêtes arrivent, qui se précipite pour voir si tu vas bien? Personne. La ville oublie que tu existes jusqu'à ce que le prochain criminel ait besoin d'une solution très finale. Alors, tu vis en dehors des murs, un homme à part, visible seulement quand ta présence est requise. Comme le tonnerre, menaçant, fonctionnel et mieux apprécié de loin. Alors, t'es un bourreau. Tu vis en dehors des murs. Ta poignée de main est traitée comme un risque biologique, et tes courses nécessitent une diplomatie fine. Mais sûrement tu peux trouver du réconfort dans ta famille, non? Eh bien, voilà le truc. Les bourreaux médiévaux avaient des familles. Ils avaient juste du mal à en fonder une. Tu vois, une fois que ta profession est connue, tes perspectives de rencontre chutent plus vite qu'un hérétique à travers une trappe. Personne ne veut épouser le gars dont la description de poste comprend la phrase « nettoyer les projections d'artères ». Les familles respectables verrouillent leurs portes quand tu passes. Les pères serrent leurs filles contre eux. Même le soulard du coin, qui a déjà demandé une chèvre en mariage, te regarde et dit « un peu trop, tu trouves pas ?» Alors,
ton bassin de rencontres finit par être peu profond. Très peu profond. Souvent, les seules personnes disposées à épouser des bourreaux sont d'autres parias. Fossoyeurs, équarrisseurs, lépreux ou, si t'as de la chance, des veuves dont les normes ont subi de sérieux dommages structurels. Dîner romantique aux chandelles? Des conversations chuchotées dans les ruelles pour que personne ne la voie te parler. Et si tu réussis à te marier et à avoir des enfants, ils héritent de ta profession comme d'une malédiction cousue à même leur peau. Les fils sont entraînés dès leur plus jeune âge à manier l'acier avec une précision chirurgicale. Et les filles, eh bien, elles portent le nom, ce qui est généralement suffisant pour être socialement exilé dès l'âge de 6 ans. C'est moins une famille qu'un personnel de soutien légalement nécessaire. Ta famille ne peut pas assister au festival, ne peut pas se promener en ville ensemble, ne peut pas faire semblant d'être normale même un seul dimanche. Si elle va à l'église, elle s'assoit au fond, ou elle n'y va pas du tout. Parce que même le salut a des limites. Et avec le temps, cet isolement fait des ravages. T'aimes tes enfants, bien sûr, mais tu leur transmets aussi un avenir qui sent le sang et la solitude. L'arbre généalogique ne pousse pas. Il se répète. Même boulot, même honte. Même mur invisible entre toi et le reste de l'humanité. Y a pas de portraits fiers, pas de blasons familiaux, juste une longue lignée de gens qui portaient des capuches, pas pour cacher leur visage, mais parce que le monde n'a jamais voulu les voir en premier lieu. Alors, t'as exécuté tes devoirs, littéralement, toute la semaine. T'as coupé des têtes, éventré un hérétique ou deux, et peut-être même nettoyé ta lame avec de l'eau bénite par pure anxiété. Il est sûrement temps de confesser tes péchés, non? D'allumer une bougie? De dire une prière? De prendre un nouveau départ? Pas tout à fait. Dans la aux yeux de l'Église médiévale, t'es quelque part entre le mal nécessaire et la contradiction ambulante. Oui, tu fais respecter la justice divine. Oui, tu sers l'État et tu maintiens l'ordre public. Mais aussi, et c'est important, tu tues des gens pour gagner ta vie, ce qui, bizarrement, est un péché. Et donc, bien que tu fasses le sale boulot de Dieu, t'es pas vraiment le bienvenu chez lui. Beaucoup de bourreaux se voyaient carrément refuser la confession. Certains prêtres ne voulaient pas les écouter. D'autres insistaient pour que tu subisses une purification rituelle avant de mettre les pieds dans l'église, ce qui est compliqué parce qu'aucune quantité de savon ne lave une réputation. Et faut même pas penser à recevoir la communion. C'était réservé aux âmes pures. La tienne, c'est plutôt une tâche indélébile. C'est une ironie cruelle. Tu tues avec l'approbation de l'État. Pourtant, spirituellement, t'es traité comme un mec qui étrangle des chatons pour le fun. Même les lépreux, qui avaient au moins une excuse médicale, étaient souvent traités avec plus de compassion. Les mariages, c'est pas à l'église. Les baptêmes, peut-être, si le prêtre est d'humeur généreuse et que la moitié de la ville ne le foudroie pas du regard. Les enterrements, faut pas trop compter dessus. Certains bourreaux n'étaient même pas enterrés en terre consacrée. Ils avaient droit au fossé en dehors des murs du cimetière, un emplacement de choix pour les exilés, les suicidés et les gens qui avaient oublié de donner la dîme. Alors, où est-ce que ça te laisse, spirituellement? Nulle part de réconfortant. Tu passes ta vie entouré de la mort, et pourtant, t'as pas de chemin vers le pardon. Tu peux pas te décharger. Tu peux pas pleurer chez un frère ou allumer un cierge pour tes péchés. Au lieu de ça, tu les portes en silence, lourdement. Parfois, tu bois. Parfois, tu cries dans les bois. Parfois, tu te contentes d'aiguiser ta lame à nouveau. Même quand tu crois faire ce qui est juste, quand la loi est claire, le procès équitable, tu rentres quand même chez toi en te demandant si t'es damné par les hommes, par Dieu, ou les deux. Parce que même dans un monde où tout le monde pêche, t'es celui qui en a fait une profession. Y a rien de tel que la pression d'exécuter des gens devant une foule hurlante. C'est à la fois de la justice, du rituel et du divertissement public, et t'es l'acteur principal. Oublie le trac. Oublie le mauvais temps. La foule s'en fout si t'as mal au poignet, si t'as le ventre vide ou si la hache est un peu émoussée à cause de la double pendaison de la semaine dernière. Ils sont venus voir un spectacle. Et toi, t'as le projecteur et la lame. Le but est simple, un seul coup net. Une décapitation rapide et propre, c'est la référence. Tout ce qui est en dessous, et les murmures commencent. Tu rates d'1 centimètre, la foule halète. Tu dois Y reprendre, il grogne. Une 3e fois, maintenant il hue. Certains rigolent. Un gamin vient de se mettre à pleurer.
quelqu'un jette un oignon. Et soyons honnêtes, tu le sens aussi. La honte, l'échec, la victime qui se tord encore sur le billot, le sang qui gicle mal, tes bottes collantes de regret. T'as pas été entraîné pour cette partie-là, les éclats psychologiques qui viennent du fait de transformer le dernier moment de quelqu'un en humiliation civique. Parfois, la hache se coince dans l'os. Parfois, le condamné tressaute à la dernière seconde. Parfois, ta main glisse, tout simplement. Et dans ces moments-là, toute ta réputation, et peut-être ton job, est en jeu. Parce que voilà le truc, personne n'en a rien à foutre de la difficulté du job. Ils veulent juste que ça ait l'air facile. Les bourreaux sont censés être cliniques, impassibles, précis. Si tu vacilles, tu risques d'avoir l'air faible. Et dans un monde obsédé par la force, la faiblesse est contagieuse. Et les rumeurs se répandent vite, il a eu besoin de 2 coups. Sa main tremblait. Le type a souffert. Tu deviens un compte de mise en garde, chuchoté dans les files d'attente pour le pain, ne finis pas comme ce pauvre type. Ou pire, comme le type qui a même pas réussi à finir le boulot. Alors, tu rentres chez toi, tu frottes ta lame et tu revis chaque erreur, chaque allaitement, chaque gémissement. Tu rejoues la scène jusqu'à ce que ton esprit soit trop fatigué pour continuer à tourner. Et même là, ça persiste. Parce que dans ton monde, la hache ne tombe pas seulement sur le condamné. Elle plane au-dessus de toi aussi, à chaque fois que tu montes sur cette plateforme. Alors, t'as fait le boulot. La foule a halté, écarquillé les yeux et s'est dispersée. Le condamné est sans tête. La justice est rendue et la place du village est de nouveau prête pour vendre du chou. Il est temps de remballer et de rentrer chez soi, non? Même pas en rêve. Être bourreau, c'était pas seulement balancer une hache. Ça, c'était la partie spectaculaire. Le moment flashy. Le reste était bien plus bordélique, bien plus silencieux et bien plus grotesquement sous-estimé. Parce que quelqu'un doit s'occuper du corps. Et surprise, c'est toi. On peut te demander de brûler le corps, de l'enterrer en terre non consacrée ou de le balancer dans une fosse peu profonde sous la potence. L'équivalent médiéval d'une décharge à ordures. Pas d'enterrement, pas de cérémonie, juste le mince espoir que les chiens du coin ne le déterrent pas. Et t'as pas de gants, pas de savon, pas de pause. T'es effectivement le service d'assainissement de la mort, le dernier nettoyeur du péché, le concierge silencieux de la justice. Et personne ne te remercie. En fait, les mêmes personnes qui ont applaudi l'exécution t'évitent maintenant encore plus, parce que tu sens la cendre et les viscères. Il y a aussi les jobs annexes. La torture, c'est pour toi. Marquer les criminels au fer rouge, encore toi. Mettre en place des humiliations publiques, c'est toi le gars avec le marteau et les clous. Parfois, ils te font même fouetter quelqu'un tout en lisant des écritures à haute voix, jonglant entre 2 tâches pour en arriver à une crise morale. Oh, et si un noble exige de la discrétion, devine qui nettoie le bazar du noble sans aucun témoin et avec la compréhension très réelle que si quelqu'un parle, c'est son tour? Bourreau de titre, oui, mais en réalité, t'es le technicien de l'horreur à tout faire de la société médiévale. Quand les foules disparaissent, que les prêtres se taisent et que les scribes du tribunal retournent à leur parchemin, toi, tu restes derrière. Tu finis le boulot que personne d'autre ne peut supporter. Malgré toute la peur, la répulsion et l'angoisse existentielle qui entourent ton rôle, être bourreau vient quand même avec un avantage indéniable, t'es payé. En fait, t'es souvent payé plus que le paysan moyen. Parfois, beaucoup plus. Les exécutions, les séances de torture, les devoirs de démembrement, tout ça vient avec une bourse d'argent bien garnie. Ajoute à ça les pots de vin pour plus de discrétion ou pour faire vite. Et tu pourrais même te retrouver avec le genre d'argent qui rend les boulangers envieux. Mais voilà le piège, tu peux pas le dépenser comme une personne normale. Tu entres dans une taverne avec une bourse qui teinte, et soudain, la pièce devient très silencieuse. Le barman te sert une bière, puis essuie le comptoir comme si ta présence était une tâche. Tu lui donnes le double de pourboire, il ne te regardera toujours pas dans les yeux. Tu vas acheter une nouvelle tunique, et le tailleur te tend le produit fini avec des pinces. Les pièces que tu lui donnes sont réelles, mais pour lui, elles sont maudites. De l'argent du sang, il marmonne, comme si l'argent allait le mordre. Et que Dieu t'empêche d'essayer de faire la charité. Une fois, t'as essayé de faire un don à l'église. Ils ont pris le don, puis l'ont utilisé pour payer quelqu'un d'autre afin de nettoyer les reliques sacrées, juste au cas où. Bien sûr, tu peux accumuler des richesses.
Tu pourrais même construire une petite maison avec de vrais meubles. Rare pour ta classe sociale. Mais l'ironie, c'est que plus tu gagnes, plus tu deviens isolé. T'es riche, oui, mais riche comme un dragon qui amasse de l'or dans une grotte, seul et craint. Les gens supposent que l'argent compense la stigmatisation, qu'une bourse lourde équilibre une conscience lourde. Mais l'or ne fait pas taire les cauchemars. Il n'efface pas le sang de ta mémoire et ne te rachète pas ton humanité. Il reste juste là, froid, brillant, inutile pour les choses qui comptent. Tu n'achètes pas la paix avec de l'argent au Moyen Âge. Tu achètes le silence. Tu achètes de l'espace. Tu achètes le droit de boire seul à une table d'angle sans qu'on te dise de partir. Et au fond de toi, tu connais la vérité, chaque pièce que tu portes a été achetée avec le dernier souffle de quelqu'un d'autre. C'est la devise de ta vie. Et aucune quantité ne rachète jamais le pardon. Dans une ville d'à accent grave peine quelques centaines de personnes, tout le monde sait qui tu es. Ils connaissent ton nom, ta maison, tes pas, ton job et, plus important encore, ton ombre. Ils le chuchotent. C'est lui. Ils le murmurent quand tu passes, le bourreau. Ils serrent leurs enfants contre eux, comme si tu pouvais accidentellement décapiter quelqu'un en marchant. Et pourtant, malgré cette reconnaissance généralisée, personne ne te connaît vraiment. Tu pourrais avoir une chanson préférée, un souvenir d'enfance, une main étonnamment habile pour la sculpture sur bois, mais ça n'a pas d'importance. Ton identité entière est réduite à un seul rôle, la lame. Les gens ne te voient pas. Ils voient ce que tu fais. T'es une description de poste vivante. Même quand t'es pas en service, juste en train d'aller acheter des oignons, les gens traversent la rue comme si t'étais contagieux. Personne ne te demande comment tu vas. Personne ne demande si le job te pèse, parce qu'ils ont déjà décidé que tu ne ressens rien. Pour eux, t'es pas un homme avec des doutes ou des regrets. T'es la hache avec des jambes. C'est une étrange dualité, t'es connu de tous, mais pleinement compris par personne. T'es présent dans chaque phrase du tribunal, chaque histoire du soir chuchotée, chaque leçon de morale soufflée aux enfants qui se comportent mal, mais jamais vraiment invité dans le monde que tu sers. Quand tu entres dans la taverne, les voix se calment. Quand tu pars, elles se relèvent. Tu entends des rires, mais jamais avec toi. Toujours après ton départ. Y a pas de « comment s'est passée ta journée ?» Pas de « ça va ?» Pas de « tu voudrais que ce soit différent ?» Si tu parles trop, t'es dérangeant. Si tu ne dis rien, t'es froid. Si tu souris, c'est le pire. C'est flippant. L'homme qui balance l'épée ne devrait jamais sourire. Et donc, avec le temps, tu joues le rôle. Tu deviens la figure qu'il croit déjà que tu es. Sinistre, silencieux et taillé dans la pierre. Tu apprends à rester immobile, à hocher la tête, à disparaître. Parce que même si tout le monde en ville connaît ton nom, pas une seule personne ne te connaît. T'es un mythe avec un pouls, un fantôme nécessaire, familier dans sa fonction, étranger dans tout le reste. Après une longue journée de démembrement, de bottes tachées de sang et de traumatismes publics polis, tu rentres enfin chez toi, dans ta charmante petite cabane en dehors des murs, entourée de silence et d'une légère odeur de fer. Tu enlèves ta cape, tu poses ta hache, tu t'assieds au bord de ton matelas de paille et tu essaies d'être à nouveau humain, mais les cauchemars sont déjà là. Tu te couches et tu fermes les yeux. Et ils sont là, les visages. Pas héroïques, pas diaboliques, juste des gens. Certains criaient, certains pleuraient, certains marmonnaient des prières avec des lèvres tremblantes. Certains te regardaient droit dans les yeux, comme pour dire, tu sais que c'est mal. Et les pires, ceux qui ne disaient rien du tout, les calmes, les résignés, ceux qui acceptaient leur sort plus vite que toi. Tu revis chaque coup. Tu sens chaque os craquer. Tu entends les halètements de la foule, leur dégoût, leur plaisir. Tu vois les corps tomber au ralenti, comme des marionnettes tragiques dont les ficelles ont été coupées. Y a pas d'échappatoire. Ni dans le sommeil, ni dans le silence, ni dans la boisson. Crois-moi, t'as essayé. Tu commences à sursauter au moindre bruit. Le cliquetis du bois de chauffage, le claquement d'une corde, le grincement d'un escalier en bois. Autant de rappels, autant d'échos. Et tu n'oublies jamais ce que t'as raté, la lame qui a hésité, la coupure qui est allée de travers, le gémissement de quelqu'un qui était censé mourir plus vite. Tu portes ça. Personne ne prend de tes nouvelles. Y a pas de conseiller médiéval pour le trouble de décapitation post-traumatique. Tu n'écris pas de lettres. Tu ne pleures pas en public.
Tu fixes le feu et tu espères que ton âme ne s'engourdira pas complètement avant tes mains. Parfois, tard dans la nuit, tu te demandes, et s'ils étaient innocents? Et si la justice s'était trompée? Et si je m'étais trompé? Mais tu connais déjà la réponse, ça n'a pas d'importance, parce que la sentence a été prononcée, la foule s'est rassemblée, la hache est tombée et les cauchemars sont restés. T'as été entraîné à tuer, pas à pleurer. Mais tes rêves n'ont pas eu le mémo. Alors tu te réveilles avec les poings serrés, des tempes douloureuses et du sang qui ne s'en va pas, parce qu'il n'est plus sur tes mains. Il est dans ta tête. Ce que personne ne te dit quand tu deviens bourreau, c'est ça, tu ne prends pas ta retraite. Y a pas de banquet d'adieu, pas de pension, pas de hache en or montée sur une plaque. Tu commences juste à trembler un jour, ou à rater, ou à rêver trop fort, et la ville commence à chuchoter, pas avec sympathie, avec inquiétude. Pas pour toi, pour l'efficacité. Parce que pour eux, t'es pas un homme. T'es un mécanisme, une pièce mobile dans la machine à justice. Tant que la lame est aiguisée et que le mouvement est stable, ils approuvent de loin et font semblant que t'existes pas. Mais au moment où tu vacilles, à l'instant où tes mains tremblent sur le billot ou que tu prends une seconde de trop avec la corde, la machine grince et ils le remarquent tous. Soudain, t'es un problème, une responsabilité. Pas parce que ton âme se défait, mais parce que tu perturbes le spectacle. La foule n'est pas venue voir la culpabilité. Elle est venue voir la compétence. Alors, la ville commence sa transition silencieuse. Peut-être qu'un homme plus jeune, ton apprenti, ton fils, ton cousin éloigné, commence à s'occuper des petits boulots. Une flagellation par-ci, une marque au fer rouge par-là, puis une pendaison. Personne ne te dit que t'as été remplacé. Tu commences simplement à recevoir moins de convocations. Les pièces ralentissent. Les regards passent de la peur à une légère pitié. Le genre de pitié le plus dangereux. Parce que ça veut dire qu'ils ont cessé d'avoir besoin de toi. Et quand t'es finalement oublié, c'est pas un accident, c'est voulu. Tu te fondes dans ta cabane en dehors des murs, tes outils rouillants à tes côtés. Tes mains, autrefois fortes et précises, tremblent maintenant quand tu lèves une cuillère. Tes genoux te font mal à cause d'une vie passée à genoux devant le billot, et personne ne vient te rendre visite. Ton nom devient une note de bas de page inconfortable dans la mémoire du village. Tu te souviens du vieux machin, celui avec la hache? Ah oui. Il est pas devenu fou? Et quand tu meurs finalement, probablement seul, l'église n'est toujours pas sûre de savoir s'il faut t'enterrer à l'intérieur de la porte ou juste te laisser sous un arbre quelque part. Parce qu'à la fin, t'as jamais fait partie de la ville. T'étais un service, et les services, quand ils sont usés, sont discrètement mis au rebut. Au début, le job avait du sens. Les condamnés étaient des voleurs, des meurtriers, des hérétiques. T'étais le bras de la loi, le tranchant de la justice. Tu ne posais pas de questions. Tu exécutais efficacement, publiquement, sans hésitation. Mais au fil des années, et alors que le billot devenait glissant à force de répétition, quelque chose a commencé à démanger sous la surface de ta certitude. Ça commence petit. Un homme condamné pour avoir volé un pain. Il avait 5 enfants. Pas de défense, juste la faim. Puis une femme accusée de sorcellerie parce qu'elle marmonnait des prières dans la mauvaise langue. Tu as vu la peur dans ses yeux, la confusion absolue alors que le nœud coulant se glissait autour de son cou. Et puis les nobles, ceux qui ordonnaient des morts pas à cause de la culpabilité, mais à cause de la politique, de la jalousie pour la terre ou du besoin de faire disparaître quelqu'un. Tu commences à réaliser que tu n'enterres pas que des criminels. Tu enterres des secrets. Le billot du bourreau devient un filtre, celui qui élimine les indésirables, les pauvres, les impuissants. Et t'es le tampon final, celui qui le rend irréversible. Tu veux croire à la loi, à la structure, au bien et au mal. Mais les voix qui déclaraient autrefois la culpabilité avec tant de confiance sonnent maintenant creux. T'as entendu la foule acclamer pendant qu'un homme criait. T'as vu les magistrats échanger des regards comme des marchands marchandant une âme. Et on t'a toujours dit, ce n'est pas à toi de juger. Tu ne fais qu'exécuter la sentence. Mais que se passe-t-il quand la sentence est mauvaise? Y a pas de place pour poser des questions, pas de confessionnal, pas de forum. Tu t'assieds seul la nuit, en aiguisant ta lame, en te demandant combien de vies ont été interrompues parce que quelqu'un avait besoin d'envoyer un message. Et tu ne peux rien dire. Pas seulement parce que c'est dangereux, mais parce que qui écouterait? T'es le bourreau. Personne ne croit l'homme qui porte la capuche. Tu n'as pas d'opinion, tu reçois des ordres.
Alors tu enterres la justice un coup à la fois. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu dois le faire. Parce que dans ce monde, la vérité est un luxe. Et t'es juste le balai qui la pousse sous l'échafaud. Et le pire, c'est que tu commences à penser que t'as jamais été l'épée de la justice, juste son fossoyeur. T'as passé ta vie au service. Pas pour la gloire, pas pour l'or, pas même pour la justice, juste pour le devoir, le genre sinistre, trempé de sang, dont personne ne parle lors des festins. Et quand ta fin arrive enfin, elle n'est pas spectaculaire. Pas de dernier mot poétique. Pas de famille réunie à ton chevet. Juste une toux qui ne part pas. Une lente disparition dans un lit rempli de paille qui sent encore légèrement le fer et la corde humide. Une dernière respiration et c'est tout. Pas de cloche qui sonne le glas. Pas de prêtre qui se précipite à ton chevet. Personne ne pleure. Ton corps est découvert par un gamin du coin. Ou peut-être pas découvert du tout jusqu'à ce que l'odeur devienne un problème. Le greffier de la ville marque ton décès en une phrase griffonnée au dos d'un registre d'impôts, bourreau décédé, remplacement en cours. Il n'y a pas de cortège funèbre, pas de pierre tombale sculptée, peut-être un marqueur en bois si quelqu'un se souvient, mais il ne durera pas l'hiver. T'es pas enterré dans le cimetière de l'église, bien sûr. T'es déposé dans la terre à l'extérieur des portes. Les mêmes portes que t'as jamais été autorisé à franchir de ton vivant. Les bourreaux, après tout, étaient impurs, souillés, utiles, jetables. T'étais celui qui a enterré des centaines de personnes. Et pourtant, personne ne t'enterre vraiment. La ville passe à autre chose rapidement. Il y a toujours une autre lame, un autre fils, une autre âme malheureuse qui hérite du job comme d'une malédiction enveloppée dans la tradition. Dans les années à venir, les gens parleront peut-être de toi en fragments. Celui qui a décapité ce baron. Vous vous souvenez de celui qui buvait seul et ne regardait jamais personne dans les yeux. Ou pire, comment il s'appelait déjà? Ton héritage, ce n'est pas des histoires, des enfants ou la paix. C'est le silence. C'est l'absence. C'est l'espace que tu as rempli et dont personne ne veut parler. Et peut-être que c'est bien ainsi. T'as passé ta vie à faire en sorte que les coupables soient oubliés. T'as juste pas réalisé que t'allais être oublié avec eux. Alors, à la fin, ta mort reflète ta vie, nécessaire, mais jamais pleurée. Parce que dans la société médiévale, t'étais pas censé être regretté. T'étais censé être enduré. Et maintenant, enfin, tu ne le es plus. Tout a commencé avec de l'eau qui coule dans un fossé. Le 24 janvier 1848, un homme nommé James W. Marshall, travaillant sur l'American River près de Coloma, en Californie, a baissé les yeux et a vu quelque chose d'étrange briller au soleil. Au début, il n'y a pas cru. C'était juste une minuscule paillette jaune. Ça aurait pu être de la pyrite. Mais non, ça a passé le test de la rayure. C'était du vrai or. Du vrai or. Il a couru raconter à son patron, John Sutter, qui était loin d'être ravi. Sutter ne pensait pas aux richesses. Il pensait à la terre. Il construisait un empire agricole et il savait ce qu'une découverte d'or signifiait, chaos, ruée d'étrangers, revendication de squatteurs et la fin de ses rêves soigneusement élaborés. Alors, les deux hommes ont essayé de garder le secret. Spoiler, ils ont lamentablement échoué. En quelques semaines, les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre, littéralement plus vite que le système postal. Les locaux se pointaient avec des bâtés et des pioches. Les gens abandonnaient leur travail en plein milieu de leur shift. Les marins désertaient leurs navires à San Francisco et disparaissaient dans les collines. Les journaux ne se donnaient même pas la peine de vérifier les faits. De l'or trouvé en Californie, il était imprimé comme l'Évangile. Et puis tout l'enfer s'est déchaîné. Cet été-là, le président Polk a confirmé la découverte dans un discours au Congrès. C'était ça. Le génie était sorti de sa lampe. En 1849, plus de 90 000 personnes, surnommées les 49 ERS, affluaient en Californie par voie terrestre, maritime et tous les itinéraires misérables imaginables. Et ce qui avait commencé comme un homme plissant les yeux dans un fossé boueux est devenu la plus grande migration de masse de l'histoire des États-Unis. Mais voilà le truc, Marshall n'est jamais devenu riche. Sutter non plus. Les découvreurs ont fini fauchés, amers et mis de côté alors que la fièvre de l'or qu'ils avaient déclenchée consumait tout. Alors, imagine, un scintillement accidentel dans un fossé boueux a conduit à une ruée mondiale, à remodeler la carte, à alimenter l'expansion américaine et à catapulter la Californie d'une frontière endormie à un État en seulement 2 ans.
Et l'ironie, les hommes qui ont trouvé l'or ont à peine eu une pépite. Maintenant qu'on a planté le décor, plongeons plus profondément dans la folie, la migration et les mythes qui ont transformé la Californie en la terre des rêves dorés et des promesses brisées. Imagine que t'es un fermier dans l'Ohio ou un commerçant à Boston en 1849. T'entends les chuchotements, tu vois les gros titres, des montagnes d'or, juste là, à prendre en Californie. Tu vends ta terre, tu embrasses ta famille et tu commences à marcher, littéralement à travers tout le pays. C'est ce que des milliers de personnes ont fait. Et c'est comme ça que l'ère des 49 ERS a commencé. Ils sont arrivés par vagues de tous les États et d'endroits bien plus éloignés. Des Latino-Américains, des Australiens, des Européens, même un contingent de mineurs chinois bravant la traversée périlleuse du Pacifique. Certains sont venus dans des chariots bâchés, endurant le choléra, la famine et toutes sortes de conditions météorologiques infernales que l'Ouest pouvait leur lancer. D'autres ont embarqué sur des navires branlants, ont fait un détour par le Panama et ont espéré ne pas attraper la fièvre jaune avant d'embarquer sur un autre navire au nord vers San Francisco. Et oh, San Francisco, une ville portuaire autrefois endormie avec peut-être 1000 habitants avant la ruée. À la fin de 1849, plus de 25 000 personnes y avaient afflué. C'était une transformation surréaliste. Des tentes en toile ont poussé plus vite que les bâtiments. Des navires entiers ont été abandonnés et transformés en entrepôts, en prisons et en hôtels. Tu pouvais traverser le port sans toucher l'eau, juste en marchant d'un pont de navire désert à l'autre. C'était pas glamour. Imagine des montagnes de boue, des saloons de fortune, des pioches hors de prix et un marché immobilier qui faisait ressembler Manhattan à une solderie. Un seul œuf pouvait te coûter $3. Une paire de bottes décentes, bonne chance, peut-être $100. L'inflation était galopante et les arnaques étaient plus courantes que les pépites d'or. Mais ça n'avait pas d'importance. Le rêve suffisait. La fièvre de l'or avait pris le dessus. Certains sont devenus riches en un seul après-midi. D'autres ont creusé pendant des années et sont morts sans le sou. Les rivières de la Sierra Nevada se sont bouchées de mineurs, chacun balançant une bâtée en espérant que son prochain coup de pelle allait tout changer. Cette migration a changé plus que la Californie. Elle a altéré toute la psyché américaine. Soudain, le travail acharné n'était pas seulement noble, il pouvait te rendre riche. La destinée manifeste a reçu une dose d'adrénaline. La Californie, à peine un point sur la carte un an avant, était maintenant la terre promise. Bien sûr, quand des milliers d'hommes désespérés s'entassent dans les mêmes vallées avec des pelles, les choses deviennent tendues. Alors, t'as réussi. T'as traversé des déserts à pied, t'as survécu à la dysenterie et t'as peut-être même évité quelques bandits. T'as atteint le pays de l'or. Félicitations. Maintenant, les vraies misères commencent. L'extraction minière n'était pas une glorieuse chasse au trésor. C'était un travail éreintant, à briser l'âme. Oublie les coffres remplis de pièces d'or. C'était des heures passées les pieds dans des rivières glaciales, à faire tourbillonner des bâtées de gravier en priant pour trouver une étincelle. La plupart n'en trouvaient pas. Pour chaque coup de chance, il y avait 1000 bâtées vides et 10 000 dos douloureux. Au début, il s'agissait principalement d'extraction de placers, ramasser du gravier dans les lits des rivières et laisser l'eau faire le travail. Mais à mesure que l'or facile disparaissait, les choses se sont intensifiées. Les mineurs se sont tournés vers les berceaux, les Suisses et finalement l'extraction hydraulique. Un processus violent qui faisait exploser des collines entières avec des canons à eau. Ça ravageait la terre et empoisonnait les rivières. Mais ça donnait des résultats. Les camps étaient le chaos. Imagine une collection désordonnée de tentes, de cabanes de fortune et de saloons tous cousus ensemble par le désespoir et la boue. Le bain était facultatif. La nourriture était rare. Le whisky ne l'était pas. La violence couvait sous la surface. Les disputes concernant les concessions devenaient rapidement mortelles, surtout quand personne ne faisait confiance aux tribunaux et que tout le monde avait une pelle. Et puis il y avait la maladie. Avec des milliers de personnes entassées dans des camps insalubres, le choléra et la dysenterie faisaient partie de la vie quotidienne. Si tu ne mourais pas à cause de l'eau contaminée, tu pouvais mourir à cause d'un écureuil mal cuit ou d'une infection due à une coupure mineure. Il n'y avait pas de vrais médecins, juste quelques charlatans avec plus de gnôle que de connaissances médicales. Pour couronner le tout, les prix étaient absurdes. Une pelle qui coûtait $2 à New York pouvait te coûter $30 dans les mines. Les œufs étaient des produits de luxe. La lessive, j'espère que t'aimes porter de la terre, et si t'étais riche, bonne chance pour garder ton argent. Le vol était rampant. Un instant,
t'avais une bourse de poudre d'or, le lendemain matin, elle avait disparu. Et ton camarade de chambrée aussi. Mais d'une manière ou d'une autre, le mythe a persisté. Les gens continuaient à venir. L'espoir, le pari, la possibilité brute de tout ça suffisait. Là où allait l'or, les gens suivaient. Et là où allaient les gens, le chaos n'était jamais loin derrière. La ruée vers l'or n'a pas seulement créé des camps miniers. Elle a donné naissance à des villes entières du jour au lendemain. Des endroits comme Placerville, Marysville et Deadwood. Oui, ce Deadwood-là. Ont explosé en population plus vite que quiconque ne pouvait contrôler. On les appelait des villes champignons, et le nom leur allait bien. Elles ont explosé et se sont souvent effondrées aussi vite. C'étaient des endroits sans loi, sans véritable gouvernement et souvent sans boussole morale. Les juges étaient rares. Les shérifs étaient encore plus rares. Et leur rendaient les hommes désespérés. Si tu ne réclamais pas une bonne concession, quelqu'un pouvait te la voler. Si tu réclamais une bonne concession, quelqu'un pouvait quand même essayer de te la voler, ou simplement te tirer dessus et la prendre. Entraient en scène les justiciers. Dans les villes où la loi n'était pas encore arrivée ou avait été achetée, les citoyens prenaient souvent la justice en main. Des groupes de justiciers se formaient, parfois avec de nobles intentions, d'autres fois avec une pure avidité. Les procès pouvaient être rapides, les peines encore plus rapides. Si quelqu'un était pris en train de voler de l'or ou de tricher aux cartes, il pouvait être pendu à l'arbre le plus proche sans même un procès. Ce n'était pas de la justice, c'était de la commodité. Les saloons étaient les centres névralgiques de ces villes. Le jeu, la boisson, les bagarres et les coups de feu accidentels occasionnels faisaient tous partie de la bande sonore. Et si tu cherchais de la compagnie, les prostituées, des femmes qui avaient suivi la ruée vers l'ouest, tenaient les bordels, facturant des primes pour leur compagnie et survivant dans un monde fortement incliné contre elles. Pourtant, tout le monde n'était pas sans foi ni loi. Beaucoup ont essayé de construire de véritables communautés. Des églises ont poussé, des écoles ont ouvert et des journaux ont commencé à circuler. San Francisco a même formé un comité de vigilance pour éradiquer la corruption et a fini par devenir plus puissant que le gouvernement lui-même. Un détail étrange, l'or n'était pas toujours utilisé pour acheter des choses. C'était trop facile à gratter. Au lieu de ça, les gens échangeaient de la poudre d'or, littéralement mesurée par de minuscules balances en laiton sur le comptoir du bar. Une pincée pouvait te rapporter un repas, une bourse pleine une nuit dont tu ne te souviendrais peut-être pas. Mais les villes champignons n'étaient pas construites pour durer. Une fois que l'or s'est épuisé, la population aussi. De nombreuses villes ont été abandonnées, devenant des villes fantômes presque du jour au lendemain. Pendant que les prospecteurs chassaient des rêves de richesse, d'autres payaient un prix bien plus élevé que l'or. La ruée vers l'or en Californie n'était pas seulement une histoire de fortune. C'était aussi une histoire de déplacement, de violence et d'injustice raciale. Et les premiers à souffrir ont été les tribus amérindiennes. Les peuples autochtones de Californie vivaient dans la région depuis des milliers d'années. Mais une fois la ruée commencée, ils ont été chassés de leurs terres avec une rapidité brutale. Les forêts ont été abattues, les rivières empoisonnées par le mercure et les sédiments, et les terrains de chasse ont été envahis par les mineurs et les villes champignons. Certaines tribus ont été forcées de travailler comme servantes sous le prétexte de contrats d'apprentissage. D'autres ont été carrément massacrées. Des campagnes de milices sanctionnées par l'État ont même été financées pour éliminer les populations autochtones. C'était rien de moins qu'un désastre. En seulement 2 décennies, la population autochtone de Californie a chuté de près de 90%. Et puis sont arrivées les vagues d'immigrants, en particulier les Chinois. Au début des années 1850, des dizaines de milliers de travailleurs chinois étaient arrivés en Californie. La plupart avaient l'intention de travailler, de gagner de l'argent et de l'envoyer à leur famille. Mais ce qu'ils ont obtenu à la place, c'est de la suspicion, du racisme et des taxes exorbitantes. En 1850, la Californie a adopté une taxe sur les mineurs étrangers ciblant spécifiquement les Chinois. Ils étaient interdits de posséder des terres, de témoigner contre des hommes blancs devant les tribunaux et d'extraire de leur sang payé des frais d'extorsion. Pourtant, malgré ces obstacles, de nombreux mineurs chinois ont persévéré. Ils ont formé des communautés soudées, ont retravaillé des concessions abandonnées et ont même construit l'épine dorsale des futures infrastructures, en posant des rails pour le chemin de fer transcontinental. Quelques années plus tard, les mineurs mexicains et latino-américains ont également été expulsés, souvent violemment. Bien qu'ils aient des concessions légitimes et une expérience dans l'extraction de l'or, ils ont été chassés des villes, qualifiés de Grèce et privés de leurs droits.
Et les Afro-Américains, tant les personnes libres que les individus réduits en esclavage, sont venus dans l'Ouest à la recherche d'opportunités. Certains en ont trouvé, établissant des entreprises, des fermes et même des journaux. Mais les lignes raciales étaient toujours changeantes, et la promesse de liberté n'était assortie d'aucune garantie. L'esclavage n'était pas légal en Californie, mais des échappatoires ont été exploités par les propriétaires d'esclaves du Sud qui ont amené des personnes réduites en esclavage avec eux sous d'autres noms. La ruée vers l'or a transformé l'Amérique. Mais elle a aussi révélé ses contradictions les plus profondes. C'était une terre d'opportunités, oui, mais seulement pour certains. L'or ne faisait pas que scintiller. Il graissait les rouages d'une nation en transformation. La ruée vers l'or en Californie a injecté une secousse sismique dans l'économie américaine. En 1852, les exportations d'or de Californie ont totalisé plus de 80 millions de dollars. C'est des milliards en dollars d'aujourd'hui. Ce genre d'afflux ne remplit pas seulement les poches. Il remplit les banques, soutient les devises et alimente les industries. Soudain, la Californie n'était plus une frontière occidentale endormie. C'était l'épicentre de l'attention nationale, de la richesse et de l'ambition. Mais il y avait un gros problème. La Californie n'était pas un État. Ce n'était même pas un territoire organisé au sens traditionnel du terme. Elle avait été acquise en 1848 après la guerre américano-mexicaine. Mais la gouvernance était un gâchis. L'afflux soudain de colons a clairement montré qu'il fallait faire quelque chose, et vite. Alors, en 1850, seulement 2 ans après que la première pépite d'or ait été trouvée, la Californie est devenue le 31e État. C'est une vitesse de distorsion pour l'expansion américaine. Et contrairement à de nombreux autres territoires occidentaux, elle a contourné les années d'adolescence maladroite en tant que territoire. Directement à l'état d'État, sans attendre dans la file d'attente. Mais il y avait un piège. La Californie a été admise en tant qu'État libre interdisant l'esclavage. Cela a envoyé l'équilibre déjà fragile entre les États libres et les États esclavagistes dans une vrille. Le Sud était furieux. Le Nord était dynamisé. Et la tension politique a poussé la nation un pas de plus vers la guerre civile. Pendant ce temps, de retour en Californie, la richesse continuait d'affluer. Et pas seulement de l'or. Des entrepreneurs ont réalisé que les mineurs étaient la véritable mine d'or. Un immigrant allemand nommé Lévi-Strauss a commencé à vendre des pantalons en toile résistante que les mineurs ne pouvaient pas déchirer et a inventé les jeans. Le Land Stanford a vendu des fournitures aux mineurs avant de contribuer à la construction du chemin de fer transcontinental et de fonder l'université de Stanford. Ce chemin de fer, en passant, est devenu l'artère reliant l'or de la Californie au marché de l'Est. Avant les chemins de fer, il fallait des mois pour atteindre la Californie par voie terrestre ou maritime. Avec les trains, quelques jours. La ruée vers l'or n'a pas seulement déclenché la croissance économique. Elle a déclenché l'infrastructure, le commerce et un boom de la migration vers l'Ouest. Et tandis que la Californie devenait plus riche et plus connectée, les États-Unis ont réalisé autre chose. Celui qui contrôlait l'Ouest pourrait bien contrôler l'avenir. Si la ruée vers l'or a transformé des hommes en légendes, elle a aussi transformé des paysages en champs de bataille. Les premiers efforts d'extraction minière ont eu un impact relativement faible. Des bâtés, des pelles, peut-être un berceau le long d'une berge. Mais à mesure que l'or de surface s'épuisait, les mineurs se sont tournés vers des méthodes plus agressives. C'est là que les choses sont devenues laides. Au milieu des années 1850, l'extraction hydraulique est arrivée. Imagine ça. Des buses massives appelées moniteurs projetaient de l'eau avec une pression suffisante pour faire exploser des collines entières. Des montagnes entières étaient retournées à l'état de bouillie de boue dans la quête de minuscules paillettes d'or. C'était rapide, efficace et totalement dévastateur. Les arbres ont été rasés. Les collines ont disparu. Les rivières ont coulé brunes sur des kilomètres. Les sédiments de l'extraction hydraulique ont bouché les lits des rivières et inondé les terres agricoles. La vallée centrale, autrefois fertile, a commencé à se noyer sous des tonnes de débris miniers. Les rivières Sacramento et San Joaquin ont débordé non seulement à cause des précipitations, mais aussi à cause de l'accumulation artificielle de terres déplacées. Les récoltes sont mortes. Les villes ont été inondées. Les populations de poissons se sont effondrées. Ce n'était pas de l'exploitation minière. C'était une guerre environnementale au ralenti. Les mineurs ont également utilisé du mercure pour aider à séparer l'or des sédiments. Ça a fonctionné, mais le mercure n'a pas disparu. Il s'est infiltré dans le sol, a coulé en aval et a empoisonné les écosystèmes.
À ce jour, le mercure de l'époque de la ruée vers l'or se trouve encore dans les cours d'eau de Californie, près de 2 siècles plus tard. Finalement, la destruction est devenue impossible à ignorer. Dans les années 1880, un groupe d'agriculteurs de la vallée centrale a poursuivi une société d'extraction hydraulique dans une affaire qui est devenue un point de repère national, Woodruff contre North Bloomfield Gravel Mining Company. Les agriculteurs ont gagné, et en 1884, l'extraction hydraulique a été effectivement interdite. La première grande décision environnementale de l'histoire des États-Unis. Mais le mal était fait. Le paysage californien avait été remodelé, parfois au-delà de toute reconnaissance. Des forêts ont été transformées en vasières stériles. Des collines ont été creusées et ne se sont jamais remises. Les rivières ont été détournées. Les écosystèmes ont été bouleversés. Et pourtant, la ruée vers l'or a également marqué le début de la conscience environnementale américaine. Alors que les gens voyaient les dégâts, des voix ont commencé à s'élever, appelant à l'équilibre, à la responsabilité, à la protection de la terre. Ce sont les graines qui, des décennies plus tard, allaient devenir des parcs nationaux et des mouvements de conservation. La ruée vers l'or a construit des rêves, oui, mais elle a aussi laissé des cicatrices. À la fin des années 1850, les veines d'or les plus riches avaient été exploitées. Les villes champignons ont commencé à se vider, et les pioches ont été échangées contre des charrues, des stylos et des presses à imprimer. Mais la ruée vers l'or ne s'est pas estompée. Elle s'est transformée. Ce qui avait commencé comme une ruée chaotique est devenu un mythe culturel. La ruée vers l'or en Californie s'est gravée dans l'imaginaire américain comme une histoire d'aventure, de liberté et de réinvention. Les journaux ont raconté des histoires de coups de chance et de millionnaires du jour au lendemain, tandis que les romans à dessous ont transformé de sales prospecteurs en héros robustes de l'Ouest. Bien sûr, la réalité était plus désordonnée, mais les mythes ont rarement besoin de faits. Le prospecteur est devenu une icône américaine, chapeau usé, longue barbe, batté d'or à la main. Peu importe que la plupart des vrais mineurs aient été brisés, fauchés ou enterrés dans des tombes peu profondes. L'image est restée. La Californie est devenue synonyme d'opportunité. Le rêve américain a soudainement eu un emplacement. Même les expressions que nous utilisons encore aujourd'hui sont nées pendant cette ère imbibée d'or, toucher le jackpot, chercher de l'or et oui, même la veine mère. Elles font tout écho au jargon des camps miniers des années 1850. Et n'oublions pas les emblématiques Jean Levis, né des besoins robustes des mineurs et finalement adopté par le monde entier. Des villes comme San Francisco se sont appuyées sur la légende. Ce qui avait été un port sans foi ni loi s'est maintenant rebaptisé comme une porte d'entrée vers le succès. Les brochures touristiques parlaient du pays de l'or, et les vieilles villes minières ont commencé à organiser des festivals, des reconstitutions et des défilés célébrant une époque qui les avait presque brisées. La ruée vers l'or a également profondément influencé le cinéma américain. Les westerns ont romancé le mineur solitaire au cœur d'or se défendant contre les voleurs de concessions et courtisant les filles de saloon. Ce n'était pas exact, mais ça vendait des billets et aidait à cimenter le mythe de la frontière dans la culture populaire. Mais sous les légendes glamourées se cachaient des vérités plus dures de dommages environnementaux, d'exclusion raciale et de vie perdue dans la poursuite d'un éclat fugace. Pourtant, le rêve a perduré, et c'était peut-être le but. Parce que la ruée vers l'or ne concernait pas seulement la richesse. Il s'agissait d'espoir. La conviction que si tu étais assez courageux, chanceux ou têtu, tu pouvais changer ta vie avec une pelle et du cran. La ruée vers l'or en Californie a officiellement pris fin en 1855, mais son impact ne s'est jamais vraiment arrêté. La Californie, autrefois une frontière mexicaine isolée, était devenue une puissance. En quelques années, elle avait obtenu le statut d'État, remodelé l'économie américaine et attiré des gens de tous les continents. Mais plus que ça, elle était devenue un symbole. Un symbole de réinvention, d'ambition, de ce qui pourrait encore être enfoui juste sous la surface. Le boom démographique n'a pas seulement attiré des chasseurs d'or. Il a attiré des constructeurs, des enseignants, des commerçants et des rêveurs. D'anciens mineurs ont démarré des fermes, des entreprises, des journaux. L'infrastructure construite pour l'or a été réaffectée à la croissance. Les routes se sont transformées en voies commerciales, les camps en ville et les cabanes en maisons. San Francisco est passé d'un avant-poste trempé de boue à une métropole florissante pratiquement du jour au lendemain. Et la ruée vers l'or n'a pas seulement laissé des cicatrices physiques. Elle a laissé un plan émotionnel. Cette même attitude de tout miser allait plus tard alimenter l'essor d'Hollywood, de la Silicon Valley et des mouvements de contre-culture. Qu'il s'agisse de celluloïdes, de silicium ou de psychédéliques,
l'idée était la même, venez dans l'Ouest, essayez quelque chose de fou, et peut-être, juste peut-être, vous toucherez le jackpot. Même le boom technologique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle fait l'écho à l'esprit de 49. De jeunes entrepreneurs, alimentés par la conviction et la caféine, se précipitent en Californie avec rien d'autre qu'un ordinateur portable et un rêve. Ce n'est pas si différent de ces mineurs poussiéreux avec des pioches et de grands espoirs. Mais la ruée vers l'or nous rappelle aussi ce que l'ambition peut coûter. Des communautés autochtones décimées, des écosystèmes perturbés, des inégalités ancrées dans l'économie dès le début. Pour chaque coup de chance, il y en avait des centaines laissés pour compte, oubliés dans les notes de bas de page. Aujourd'hui, les vestiges de cette époque parsèment encore le paysage. Des villes fantômes, du matériel minier rouillé et des sentiers sinueux à travers la Sierra Nevada. Les musées conservent les artefacts, les écoles enseignent les légendes et les offices de tourisme vendent le fantasme. Mais l'héritage le plus profond réside dans la psyché. La ruée vers l'or a donné à l'Amérique un sentiment permanent d'urgence. L'idée que quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus riche est toujours là-bas. Tout ce que t'as à faire, c'est le poursuivre. Alors, quand t'entends l'expression « rêve californien », souviens-toi que ça a commencé avec un scintillement dans la terre et un millier d'hommes prêts à tout risquer pour une chance d'obtenir quelque chose de plus. Bien avant que quiconque ne grave des lois dans la pierre ou ne trace des traités à l'encre sur du papyrus, le commerce façonnait déjà le monde antique. Il a commencé non pas avec des cartes ou des marchands, mais avec des pas, des pistes usées à travers les collines et les vallées foulées par des peuples préhistoriques à la recherche de ce qui leur manquait. Bien avant la route de la soie, la route de l'ambre ou la route des épices, il existait des sentiers de sel, de pierre et de survie. Imagine un temps avant l'écriture, avant les villes, quand les humains vivaient dans des groupes tribaux dispersés, troquant des biens par nécessité. Un village avait du silex, un autre avait des coquillages, un troisième avait accès au sel, un conservateur précieux dans un monde sans réfrigération. D'une manière ou d'une autre, ces articles circulaient, échangés de main en main, de tribu en tribu, à travers des terrains vastes et difficiles. Et les preuves sont claires, l'obsidienne d'Anatolie apparaît dans des sites de fouilles néolithiques à des centaines de kilomètres. L'ambre de la Baltique apparaît dans des tombes aussi loin au sud que la Grèce mycénienne. Quelqu'un, bien avant les frontières et la bureaucratie, déplaçait ses biens. Ces premières routes commerciales n'étaient pas taillées ou conçues. Elles étaient organiques, dictées par la nature. Les rivières sont devenues des autoroutes. Les cols de montagne sont devenus des couloirs. Les sentiers forestiers sont devenus des lignes de vie. Et à chaque génération qui passait, ces chemins devenaient plus définis. Les chasseurs sont devenus des commerçants, et les commerçants sont devenus des messagers, transportant non seulement des biens, mais aussi des potins, des histoires et même des idées religieuses primitives. Le commerce ne concernait pas seulement des objets. Il s'agissait de connaissances. C'est ainsi que les techniques agricoles, les compétences métallurgiques et même les premiers styles artistiques se sont répandus entre les cultures. Une tribu qui apprenait à fondre le cuivre d'une autre pouvait changer toute sa façon de vivre. Un motif décoratif partagé par le biais de la poterie échangée pouvait inspirer une toute nouvelle tradition artistique. Ces échanges étaient lents, s'étendant souvent sur des générations, mais ils étaient révolutionnaires. Et tout cela s'est produit avant l'existence de l'écriture. L'héritage de ces premières routes réside dans leur persistance. De nombreuses routes commerciales ultérieures, comme des parties de la route de la soie ou des routes de l'encens arabe, ont suivi les mêmes chemins généraux d'abord utilisés par les commerçants préhistoriques. Ces autoroutes invisibles étaient le système nerveux de la connexion humaine primitive, une toile de sentier qui tissait le monde ensemble bien avant que quiconque ne trace une carte. En 3000 avant Jésus-Christ, les sentiers de troc dispersés de la préhistoire avaient évolué en quelque chose de plus sophistiqué, un commerce structuré entre les villes, les royaumes et finalement les empires. Nulle part cette transformation n'a été plus spectaculaire qu'en Mésopotamie, la terre entre le Tigre et l'Euphrate. Souvent appelée le berceau de la civilisation, elle était aussi le berceau du commerce antique. Les Sumériens et plus tard les Akkadiens et les Babyloniens n'étaient pas seulement des agriculteurs et des constructeurs. C'étaient des commerçants, et ils connaissaient la valeur de la tenue de registre. Vers cette époque, ils ont développé l'écriture cunéiforme, l'un des premiers systèmes d'écriture connus. Au début, elle était utilisée pour suivre les marchandises, combien de céréales ont été échangées, combien de chèvres ont été échangées, quelle quantité de bière a été livrée à l'entrepôt du temple. En d'autres termes, l'écriture est née de la nécessité de gérer le commerce. Ces villes mésopotamiennes n'avaient pas tout ce dont elles avaient besoin. Le commerce est donc devenu essentiel.
Elles importaient du bois du Levant, du cuivre d'Oman, de l'étain d'Iran et des pierres précieuses comme le lapis-lazuli de ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan. En retour, elles exportaient des textiles, des céréales, de l'huile et des produits artisanaux complexes. Les marchands qui facilitaient ce commerce n'étaient pas des aventuriers. C'étaient des professionnels, souvent soutenus par des temples ou des maisons royales, avec des contrats, des registres et des accords de partage des risques. Les routes commerciales de Mésopotamie s'étendaient par voie terrestre et le long des cours d'eau. L'Euphrate et le Tigre servaient d'artères principales, avec des péniches transportant des marchandises entre des villes comme Ur, Uruk et Babylone. Des caravanes transportaient des marchandises vers le nord jusqu'en Anatolie ou vers l'est en direction de l'Élam. Le commerce n'était pas seulement économique, il était politique. Des alliances ont été forgées par l'échange. Les rois envoyaient des cadeaux pour assurer la paix, et les marchands agissaient comme des diplomates informels, transportant des messages entre des terres lointaines. Le concept de classe marchande a commencé à émerger. Ce n'étaient pas des nobles, des prêtres ou des guerriers. C'étaient des spécialistes de la négociation, du risque et de la logistique. Et ils exerçaient une réelle influence. Avec le temps, leur présence est devenue essentielle à la stabilité de ces premières économies urbaines. La Mésopotamie a montré que le commerce pouvait lier les villes, créer de la richesse et stimuler l'innovation. Elle a transformé l'échange de la nécessité au système, des poignées de main au contrat. Alors que les marchands mésopotamiens régnaient sur les rivières et les routes terrestres du Proche-Orient, une autre civilisation s'est élevée pour dominer les mers, les Phéniciens. En 1200 avant Jésus-Christ, ces maîtres marins de la côte levantine, l'actuel Liban et des parties de la Syrie et d'Israël, avaient transformé la Méditerranée en l'un des réseaux de commerce maritime les plus actifs de l'histoire. Les Phéniciens n'ont pas construit d'empire par la conquête. Ils les ont construits par le commerce. Leurs cités-États, notamment Tyr, Sidon et Byblo, étaient petites mais farouchement indépendantes, et elles partageaient un don commun, la mer. Avec des bandes de terre étroites et une agriculture limitée, ces villes se sont tournées vers les vagues pour survivre. Et ils ont fait plus que survivre. Ils ont prospéré. Les navires phéniciens étaient rapides, durables et en avance sur leur temps. Ils ont été les pionniers de l'utilisation de birèmes, navires à 2 rangées de rames, rendant les voyages en mer longue distance plus efficaces et plus fiables. Ces navires sillonnaient la Méditerranée en échangeant de tout, du bois et du verre à la célèbre teinture violette de Tyr extraite d'escargots de mer et valant son pesant d'or. Mais leur héritage le plus durable était peut-être ce qu'ils transportaient avec leur cargaison, l'alphabet. Le système d'écriture phénicien, avec ses 22 lettres consonnes, allait inspirer les écritures grecques, latines, arabes et hébraïques, l'épine dorsale de la communication écrite moderne. Ils ont établi des comptoirs commerciaux de Chypre à Carthage, de la Sicile au sud de l'Espagne. Carthage elle-même, qui allait devenir la rivale la plus féroce de Rome, a commencé comme un humble avant-poste phénicien. Ces colonies côtières ont créé un réseau commercial qui rivalisait avec n'importe quel empire terrestre. Et le commerce phénicien ne consistait pas seulement à déplacer des marchandises. Il s'agissait de diffusion culturelle. Grâce à leurs interactions, ils ont répandu des technologies, des pratiques religieuses et des styles artistiques à travers 3 continents. Des scarabées égyptiens se sont retrouvés dans des tombes ibériques. Des sceaux cylindriques babyloniens ont été trouvés dans les îles grecques. Un réseau de connexions a grandi, lié non pas par le sang ou la lame, mais par le commerce. Pourtant, malgré toute leur influence, les Phéniciens ont laissé peu de ruines monumentales. Leur héritage est plus discret, trouvé dans des épaves, des poteries dispersées et les alphabets que nous utilisons encore aujourd'hui. Alors que des navigateurs comme les Phéniciens ont transformé la Méditerranée en une autoroute commerciale, un autre réseau tout aussi vital prospérait loin de la côte, à travers les vastes déserts d'Afrique du Nord et de la péninsule arabique. C'étaient les routes commerciales des caravanes de chameaux, d'anciennes autoroutes gravées dans le sable où la survie se gagnait mille après mille. Le désert peut sembler une barrière, mais pour les anciens commerçants, c'était un couloir. Bien avant les routes pavées, les caravanes de chameaux reliaient l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, le Levant et l'Arabie. Ces routes déplaçaient de l'or, du sel, de l'encens, de la myrrhe, de l'ivoire, des esclaves et des histoires. Le chameau, connu sous le nom de navire du désert, a rendu tout cela possible. Domestiqué vers 1000 avant Jésus-Christ, le dromadaire pouvait supporter une chaleur torride, voyager des jours sans eau et transporter des charges allant jusqu'à 300 kg. En Afrique du Nord, les routes commerciales transsahariennes ont prospéré entre des royaumes comme le Ghana, le Mali et plus tard le Songhai. Ce n'étaient pas des terres désolées et arides. C'étaient des réseaux d'oasis,
de villes marchandes et de caravanes fortifiées où les commerçants se reposaient, abreuvaient leurs chameaux et échangeaient des marchandises sous des ciels étoilés. L'or du bassin du fleuve Niger voyageait vers le nord, souvent échangé poids pour poids avec du sel, une ressource vitale dans les tropiques. Le sel du Sahara était coupé en blocs massifs et transporté vers le sud, formant l'épine dorsale des empires. Pendant ce temps, en Arabie, le commerce de l'encens était en plein essor. L'encens et la myrrhe, récoltés dans le sud de l'Arabie, l'actuel Yémen et Oman, étaient très prisés en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce et à Rome pour leur utilisation dans les temples, la médecine et les sépultures. Les caravanes traversaient le désert arabique le long de routes comme la route de l'encens, s'arrêtant dans des villes telles que Pétra et la Mecque, bien avant l'essor de l'islam. Ce n'étaient pas des voyages rapides. Certaines caravanes duraient des mois, voire des années. Les commerçants faisaient face à des tempêtes de sable, à des bandits et à une déshydratation extrême. Mais les récompenses étaient énormes. Des villes comme Tombouctou, Gao et Oualata sont devenues riches et influentes, servant de centres de richesse, de culture et d'apprentissage. Ce qui manquait au commerce du désert en monuments, il le compensait en résilience. Ses racines reliaient des continents, des empires et des religions. Elles cousaient ensemble l'Afrique, l'Arabie et au-delà, une empreinte de sabots à la fois. Aucun réseau commercial antique n'a captivé l'imagination ou remodelé le monde autant que la route de la soie. S'étendant sur plus de 6400 km de la Chine à la Méditerranée, ce n'était pas une seule route, mais un réseau complexe de pistes de caravanes, de cols de montagnes et de traversées de rivières qui tissaient ensemble le destin de civilisations entières. Elle a commencé sérieusement pendant la dynastie Han vers le IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque l'empereur chinois Wudi a envoyé l'envoyé Zhang Qian vers l'ouest à la recherche d'alliés. Ce qu'il a trouvé à la place, c'est une opportunité. La découverte que des peuples lointains étaient avides de la soie, l'exportation la plus luxueuse de la Chine. Légère, durable et pratiquement lumineuse, la soie est devenue une sensation à travers l'Asie centrale, la Perse et finalement Rome, où les sénateurs payaient des fortunes pour la porter, puis la déclaraient nerveusement décadente et dangereuse. Mais la soie n'était que le début. L'Orient a rencontré l'Occident sous la forme de marchandises, d'idées et même de maladies. De Chine venait la porcelaine, le thé et le papier. D'Inde, les épices, les pierres précieuses et le bouddhisme. La Perse offrait des tapis, de la verrerie et des chevaux. Rome, et plus tard Byzance, exportait du vin, de l'huile d'olive et de la ferronnerie fine. Chaque maillon de la chaîne apportait quelque chose de nouveau et recevait quelque chose d'inattendu. La route elle-même était brutale. Les commerçants traversaient des déserts brûlants comme le Taklamakan et escaladaient des sommets glacés dans le Pamir. Des bandits se cachaient à chaque col, et les marchands faisaient rarement tout le voyage. Au lieu de cela, les marchandises changeaient de main des dizaines de fois, transmises comme des chuchotements à travers les marchés et les caravansérails. L'échange culturel s'est épanoui aux côtés du commerce. Les moines, les missionnaires et les musiciens ont parcouru ces chemins, répandant des philosophies et des fables. La route de la soie ne transportait pas seulement des marchandises. Elle transportait des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine et de l'art. La propagation du bouddhisme de l'Inde en Chine et au-delà est l'un des héritages les plus profonds de la route de la soie. Des villes comme Samarcande, Kashgar et Dunhuan sont devenues des centres cosmopolites où les langues se mélangeaient et les temples se côtoyaient. Des empires entiers se sont élevés et se sont effondrés autour du contrôle de tronçons clés de la route, des Parthes aux Sogdiens en passant par les Mongols. Et puis vint la peste noire, probablement transportée le long de ces mêmes routes au XIVe siècle, rappelant au monde que le commerce déplace aussi ce que nous ne pouvons pas voir. Alors que la route de la soie transportait des caravanes à travers les montagnes et les déserts, l'océan Indien offrait une super autoroute liquide, plus rapide, moins chère et, à bien des égards, encore plus influente. En 10 000 avant Jésus-Christ, le réseau commercial de l'océan Indien bourdonnait déjà d'activités, reliant l'Afrique de l'Est, l'Arabie, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et finalement la Chine dans un vaste réseau de commerce et de culture. Contrairement à l'imprévisibilité chaotique des routes terrestres, l'océan Indien avait un rythme, les moussons. Ses vents saisonniers étaient prévisibles, une direction en été, l'opposé en hiver. Des marins expérimentés ont appris à surfer sur ces cycles de vent, ce qui a permis d'organiser des allers-retours sur de vastes distances. Grâce au système de moussons, un navire marchand pouvait naviguer de l'Afrique de l'Est vers l'Inde, se charger de marchandises et revenir des mois plus tard avec du temps à revendre. Que emportait-il? Tout, de l'Inde, du poivre noir, des textiles de coton, des sculptures en ivoire, et plus tard du sucre et de l'indigo. D'Arabie, de l'encens, de la myrrhe, des chevaux et des dattes.
L'Afrique de l'Est offrait de l'or, des esclaves et des produits d'animaux exotiques. L'Asie du Sud-Est commerçait avec des épices, de la muscade, des clous de girofle et de la cannelle, qui étaient si précieuses qu'elles pouvaient valoir plus que l'or à l'once. Il ne s'agissait pas seulement de matières premières. Il s'agissait d'idées. L'islam s'est répandu rapidement le long de ces routes maritimes, non pas par la conquête, mais par le commerce. Les marchands musulmans ont établi des communautés dans les ports indiens, sur la côte Swahili et aussi loin à l'est qu'en Indonésie. Les dirigeants locaux se convertissaient souvent pour un avantage économique, intégrant la religion dans le commerce. Des ports comme Calicut, Zanzibar et Malacca sont devenus des creusets multiethniques. Tu pouvais entendre l'arabe, le tamoul, le swahili et le chinois parler sur un seul marché. Ce n'étaient pas des trous perdus. C'étaient des centres mondiaux des siècles avant que la mondialisation ne devienne un mot à la mode. La technologie des navires a également progressé rapidement. Le dhow, avec sa voile triangulaire, est devenu le navire de choix. Agile et rapide, les jonques chinoises, des navires massifs avec de multiples ponts et des compartiments étanches, se sont ensuite jointes à la danse, en particulier sous les voyages de l'amiral Zheng au XVe siècle. Ce qui rendait le commerce de l'océan Indien si spécial, ce n'était pas seulement son ampleur, mais sa collaboration. Contrairement aux empires territoriaux sur terre, le commerce maritime reposait plus sur un avantage mutuel que sur la force brute, du moins jusqu'à l'intervention européenne ultérieure. Alors que les routes commerciales mûrissaient, de puissants empires ont commencé à réaliser quelque chose de crucial, contrôler la route signifiait contrôler la richesse. De la route royale perse aux routes pavées de Rome en passant par les sentiers montagneux de l'Empire Inca, ces routes terrestres sont devenues des outils non seulement de commerce, mais aussi de domination, de diplomatie et d'art politique. Commençons par les Achéménides perses. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, leur route royale s'étendait sur plus de 2500 km de Suse à Sardes. C'était l'épine dorsale logistique de leur empire, permettant aux messagers, aux soldats et aux marchands de se déplacer rapidement sur 3 continents. Des stations ont été placées tous les quelques kilomètres avec des chevaux frais et des gardes. Un courrier royal pouvait couvrir toute la route en un peu plus d'une semaine, du jamais vu pour l'époque. Et avec les messages, les marchands affluaient aussi, payant des péages qui remplissaient les coffres impériaux. Ensuite, il y a eu Rome, dont l'obsession pour les routes était légendaire. Tous les chemins mènent à Rome n'étaient pas seulement un dicton, c'était une politique. Les routes romaines étaient des prouesses d'ingénierie, pavées de pierre, bombées pour le drainage et marquées par des bornes milliaires. La voie appienne, commencée en 312 avant Jésus-Christ, reliait Rome au sud de l'Italie et est devenue le prototype d'un réseau qui a fini par s'étendre sur plus de 400 000 km. Ces routes permettaient un déploiement rapide des troupes, la collecte des impôts et oui, le commerce. Les marchandises des provinces affluaient au cœur de l'empire, du grain égyptien, de l'argent espagnol, du verre syrien et de l'ivoire africain. De l'autre côté de l'océan, un autre empire routier prospérait, les Incas. Sans roues ni chevaux, ils ont construit l'un des réseaux routiers les plus étonnants du monde. Le Capac Nan, ou route Inca, s'étendait sur plus de 60 000 km à travers les Andes. Il reliait l'épine dorsale montagneuse de l'empire de la Colombie au Chili. Des coureurs appelés chasquis relayaient des messages et de petites marchandises à travers des ponts suspendus et des falaises abruptes. Les Incas utilisaient des lamas pour le transport et exerçaient un contrôle strict sur qui pouvait utiliser la route, assurant la domination de l'État sur le commerce. Dans tous ces empires, les routes ne concernaient pas seulement le mouvement. Elles concernaient le contrôle. Elles permettaient aux dirigeants de projeter leur pouvoir, d'imposer des impôts et de réglementer le commerce. Les commerçants les utilisaient, mais toujours au bon vouloir de l'État. Avec la chute de Rome et la montée des royaumes médiévaux, de nombreuses routes commerciales antiques s'étaient dégradées ou avaient été abandonnées. Pourtant, le désir de connexion et de profit n'a jamais disparu. En fait, la période médiévale a vu d'anciennes racines renaître et de nouvelles se forger par un casting surprenant de personnages, des pèlerins religieux, des croisés, des guildes de marchands et des cités-États ambitieuses. La religion était une puissante source de motivation. Les routes de pèlerinage à travers l'Europe, comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, sont devenues des artères de mouvement. Les pèlerins ne transportaient pas seulement la foi. Ils transportaient de l'argent, des fournitures, des histoires et même de nouvelles idées. Des auberges, des marchés et des villes ont grandi le long de ces chemins sacrés, et les économies locales ont explosé. La dévotion spirituelle a maintenu les gens en mouvement, et le commerce a suivi. Pendant ce temps, les empires islamiques à l'Est prospéraient. Le califat abbasside a transformé des villes comme Bagdad et Damas en centres commerciaux scintillants.
Les marchands musulmans ont étendu le commerce en Afrique subsaharienne, en Asie centrale et même en Chine, reliant le monde islamique à la route de la soie relancée. L'arabe est devenu la lingua franca du commerce sur 3 continents. Dans le nord de l'Europe, la Ligue hanséatique a émergé, une puissante alliance de villes marchandes comme Lübeck, Hambourg et Bruges. Elle contrôlait le flux de marchandises à travers la mer Baltique et la mer du Nord, échangeant du sel, des fourrures, des céréales et du bois d'œuvre. Avec leur propre marine et leur propre système juridique, ce n'étaient pas seulement des commerçants. C'était une superpuissance économique. Les cités-États italiennes comme Venise et Gênes ont poussé le commerce à un niveau supérieur. Parfaitement positionnées entre l'Est et l'Ouest, elles sont devenues les intermédiaires des produits de luxe arrivant d'Asie via la Méditerranée orientale. Les épices, les soies et les pierres précieuses ont afflué par leurs ports, enrichissant de puissantes familles marchandes comme les Médicis. Puis vinrent les croisades. Bien qu'elles aient échoué à récupérer la Terre Sainte, elles ont réussi à rouvrir et à étendre les connexions Est-Ouest. Les croisés européens sont revenus non seulement avec des cicatrices, mais avec des soies, des épices et de nouveaux appétits. Le résultat ? Une demande en plein essor pour les produits orientaux et un intérêt renouvelé pour les routes commerciales terrestres et maritimes qui pouvaient les livrer. Des guildes ont émergé pour protéger les économies locales et standardiser le commerce. Les marchés sont devenus des foires. Les foires sont devenues des villes. Les villes sont devenues des cités. Le commerce ne faisait pas que renaître. Il s'institutionnalisait. À la fin du XVe siècle, le monde était au bord d'une transformation spectaculaire. L'âge des routes commerciales antiques cédait la place à une nouvelle ère, une ère motivée par les voiles, les canons et l'ambition mondiale. Mais les fondations de ce bouleversement sismique avaient été posées au cours des millénaires sur le dos de chameaux, de charrettes à bœuf et de navires marchands guidés par les étoiles. L'explosion de l'exploration maritime menée par le Portugal et l'Espagne n'était pas le début du commerce mondial, mais son accélération. La route maritime de Vasco de Gama vers l'Inde en 1498 a contourné complètement la route de la soie terrestre, sapant les intermédiaires du Moyen-Orient et redessinant la carte économique. Soudain, les épices, les soies et la porcelaine ont afflué directement d'Asie vers l'Europe, plus rapidement, à moindre coût et à une échelle jamais vue auparavant. Les empires coloniaux ont rapidement suivi. Les Portugais ont établi des comptoirs commerciaux du Mozambique à Malacca. Les Espagnols ont navigué vers l'ouest et ont découvert les Amériques, où de l'or et de l'argent ont été extraits en grande quantité et expédiés à travers les océans. Les Néerlandais et les Anglais n'étaient pas loin derrière, fondant des compagnies des Indes orientales qui agissaient comme des gouvernements avec des armées, des marines et des monopoles sur des réseaux commerciaux entiers. Les anciennes racines terrestres comme la route de la soie ont vu leur importance s'estomper, mais leur héritage a perduré dans les infrastructures, la langue, la culture et le commerce. Des centres commerciaux comme Samarcande et Constantinople, bien que diminués, ont conservé les échos de leur ancienne gloire. De nouvelles villes ont surgi de leur héritage, Amsterdam, Londres et New York, construites sur les mêmes principes de connectivité et de commerce. Les routes commerciales modernes, chemins de fer, autoroutes, couloirs aériens et câbles sous-marins, suivent toujours les schémas établis par les anciens commerçants. La mondialisation est peut-être alimentée par des algorithmes et des cargos aujourd'hui, mais son ADN provient des voies maritimes phéniciennes, des routes romaines et des moussons de l'océan Indien. Et l'influence n'est pas seulement économique. Les idées, les religions, les technologies, même les maladies, ont toutes suivi les sentiers des commerçants. La boussole, la presse à imprimer, l'algèbre, le café, le bouddhisme, rien de tout cela ne s'est répandu sans le commerce. Le commerce n'a pas seulement déplacé des marchandises. Il a déplacé l'histoire. Alors, la prochaine fois que tu verras un porte-conteneur glisser sur l'océan ou un train de marchandises grincer, souviens-toi que ce n'est pas seulement de l'acier et du fret. C'est l'écho d'une caravane de la route de la soie, l'ombre d'une galère phénicienne. La pulsation de l'humanité, pour toujours en mouvement, à la poursuite non seulement du profit, mais de la connexion. Tulum n'est pas ta ville maya antique typique. Alors que la plupart des centres mayas sont enfouis profondément dans la jungle, entourés d'une forêt dense et de temples cachés, Tulum s'élève de façon spectaculaire au-dessus de la mer des Caraïbes, perché sur une falaise calcaire surplombant les vagues turquoises. C'est une scène de carte postale avec une histoire puissante, un avant-poste côtier sacré qui veillait à la fois sur la terre et sur la mer. Situé à l'extrémité orientale de la péninsule du Yucatan, dans ce qui est aujourd'hui Quintana Roo, au Mexique, Tulum était l'une des dernières grandes villes construites et habitées par les Mayas. Son apogée est survenu relativement tard, entre le XIIIe et le XVe siècle de notre ère, pendant la période post-classique,
juste avant l'arrivée des Espagnols. Mais malgré son éclosion tardive, Tulum a laissé une marque démesurée sur l'histoire maya. Son nom signifie le mur en maya yucatèque, une référence à la épaisse barrière calcaire qui entoure la ville sur 3 côtés. Le 4e côté, c'est la mer des Caraïbes ouverte qui s'étend à l'infini vers l'est. Cette combinaison rendait Tulum particulièrement défendable et symboliquement significative. Selon certains récits, la ville aurait peut-être été appelée à l'origine Zama, ce qui signifie le ville de l'aube, probablement en référence à son alignement parfait avec le lever du soleil. De ces falaises, les guetteurs mayas pouvaient apercevoir des canoës de marchands glissant de Cuba, du Belize et même du Honduras. Tulum était un nœud clé dans un réseau commercial maritime complexe traitant d'obsidienne, de jade, de sel, de miel, de textiles et de poissons séchés. Elle reliait les villes de l'intérieur, comme Coba et Chichén Itzá, à la mer. Et sa richesse coulait à travers les canoës et les caravanes. Mais Tulum n'était pas seulement une plaque tournante commerciale. C'était un bastion spirituel. Chaque bâtiment, chaque plateforme et chaque sanctuaire étaient soigneusement positionnés, beaucoup étant alignés avec des corps célestes ou des dates sacrées du calendrier maya. C'était une ville qui regardait autant le ciel que les vagues. Et même après l'arrivée des Espagnols et l'abandon éventuel de la ville, Tulum n'a jamais été vraiment oublié. Ses ruines sont restées visibles de la mer, un rappel obsédant aux marins de passage d'une civilisation qui a cartographié les étoiles bien avant que les Européens n'arrivent. Tulum peut sembler petite comparée aux géants mayas comme Chichén Itzá ou Tikal, mais sa compacité est trompeuse. Chaque structure à l'intérieur de ces murs de pierre était placée avec un but précis, guidé par l'astronomie, la croyance spirituelle et la conception stratégique. Ce n'était pas seulement une ville. C'était une carte cosmique gravée dans la pierre. À la base, l'aménagement de Tulum reflète un équilibre entre le terrestre et le céleste. La ville est entourée sur 3 côtés de murs défensifs épais, chacun mesurant jusqu'à 5 mètres d'épaisseur et 3 mètres de hauteur. Une affirmation claire que Tulum était autant préoccupé par la protection que par le culte. Mais à l'intérieur de ces murs se trouve un arrangement minutieux de temples, d'autels et de plateformes alignés avec les cieux. La pièce maîtresse de la ville est El Castillo, pas un château au sens européen du terme, mais une pyramide-temple qui domine l'horizon. Construit sur le bord d'une falaise, il servait à la fois de sanctuaire religieux et de phare pour les marins mayas. Lorsque le soleil se lève directement derrière lui pendant des périodes clés de l'année, il illumine la façade en parfaite symétrie. Certains chercheurs pensent qu'il était utilisé pour suivre les solstices et les équinoxes, permettant aux Mayas d'aligner leurs rituels avec les rythmes du cosmos. À côté d'El Castillo se trouve le temple du dieu descendant, nommé d'après la figure sculptée au-dessus de sa porte. Une figure avec des ailes et une posture inversée que l'on croit représenter une divinité céleste ou de la fertilité. Ce temple fait face à l'ouest, captant le coucher du soleil et symbolisant peut-être la transition du jour à la nuit, de la vie à la mort, des thèmes clés dans la spiritualité maya. De nombreux bâtiments sont construits sur des plateformes surélevées et sont orientés le long d'axes précis, souvent nord-est, sud-ouest ou est-ouest. Ce ne sont pas des choix arbitraires. Ils font écho à l'obsession maya du suivi de Vénus, du soleil et du cycle lunaire. Même les portes et les fenêtres semblent encadrer des événements célestes à certains moments de l'année. Les urbanistes de Tulum n'ont pas seulement conçu une ville défendable. Ils ont conçu un calendrier spirituel en pierre. C'était un lieu où l'architecture, l'astronomie et la mythologie fusionnaient dans la vie quotidienne. S'élevant au-dessus de la mer turquoise comme une sentinelle silencieuse, El Castillo est la structure la plus emblématique de Tulum. Positionné au bord d'une falaise calcaire, il commande non seulement le littoral, mais aussi les cieux, une fusion d'ingénierie, d'astronomie et de symbolisme sacré. Bien que n'étant pas aussi massif que les grandes pyramides des villes mayas de l'intérieur des terres, El Castillo n'a jamais été destiné à rivaliser en taille. Il était destiné à signaler. Construit par étapes, El Castillo a probablement servi à de multiples rôles, temple, sanctuaire, tour de guet et marqué à la fois un port physique et spirituel, un phare de protection sous le regard des dieux. Mais ce n'était pas seulement un guide de jour. La nuit, des feux étaient peut-être allumés à l'intérieur du temple en haut de la structure. Associés à de petites fenêtres et alignés sur des brèches orientées vers la mer dans le récif, la lueur pouvait être utilisée pour aider les marins à atteindre en toute sécurité le rivage de Tulum à travers d'étroits passages dans le corail. Cela ferait d'El Castillo l'un des premiers exemples de structures de type phare dans les Amériques. Religieusement, El Castillo était probablement dédié au dieu plongeant ou au dieu descendant, une figure céleste liée à Vénus, la planète qui jouait un rôle central dans la cosmologie maya. Les Mayas croyaient que Vénus influençait la guerre,
l'agriculture et le calendrier. Des structures comme El Castillo étaient utilisées pour suivre ces apparitions dans le ciel. À des dates spécifiques dans les calendriers solaires et vénusiens, le soleil se levait ou se couchait directement en ligne avec le temple, le baignant d'une lumière radieuse, un moment de synchronisation cosmique. Le temple lui-même est de taille modeste, mais élevé pour une visibilité maximale. Ses escaliers et ses niches suggèrent que des rituels étaient tenus au sommet, où les prêtres effectuaient des cérémonies visibles depuis la place et le littoral en contrebas. Contrairement au complexe cérémoniel massif de l'intérieur des terres, El Castillo n'était pas une question de grandeur. Il s'agissait de la fonction, guider les navires, canaliser l'énergie solaire et relier la mer au ciel. Niché près du centre du cœur cérémoniel de Tulum se trouve l'un de ces bâtiments les plus fascinants et spirituellement chargés, le Temple des Fresques. Contrairement à la hauteur imposante d'El Castillo, cette structure attire l'attention non pas par sa taille, mais par ses détails. Il s'agit d'un complexe de temples à plusieurs niveaux, riche en symbolisme, en iconographie et en certaines des plus belles peintures murales mayas survivantes sur la côte du Yucatan. Le temple avait une double fonction, celle de sanctuaire et d'observatoire. L'étage supérieur servait probablement d'espace rituel pour les prêtres, tandis que la chambre inférieure abritait des peintures murales et des sculptures en pierre qui donnaient vie au cosmos maya. Bien que le temps et les intempéries aient érodé de nombreux pigments originaux, suffisamment de détails subsistent pour offrir un aperçu étonnant de la pensée spirituelle maya. À l'intérieur, les fresques représentent un panthéon de dieux, de déesses et de créatures surnaturelles. La plus importante d'entre elles est le dieu descendant, souvent représenté à l'envers. Une figure rare et intrigante dans l'art maya. Ce dieu, associé à Vénus, à la fertilité et peut-être aux abeilles, apparaît à plusieurs endroits dans tout Tulum, renforçant son importance pour l'identité de la ville. Les peintures murales montrent également des scènes de création, des voyages dans le monde souterrain et des batailles cosmiques. Des bandes célestes, des monstres terrestres et des symboles célestes tourbillonnent ensemble dans un récit peint qui reflète la vision maya d'un univers à plusieurs niveaux. Pour les Mayas, le monde était divisé en trois parties, les cieux au-dessus, le royaume terrestre et le monde souterrain aquatique en dessous. Tous apparaissent dans ces fresques sous une forme visuelle saisissante. À l'extérieur, le temple est orné de masques et de niches en stuc, dont certains contenaient probablement des offrandes ou de petites idoles. Des colonnes soutiennent le portique, donnant à la structure une apparence presque gréco-romaine, un élément architectural rare dans cette région. Astronomiquement, on pense que le temple des fresques était aligné sur des événements solaires clés. Les fenêtres et les lignes de visée ont peut-être marqué les solstices ou les équinoxes, aidant les prêtres à maintenir le calendrier sacré. C'était à la fois un lieu de culte et un instrument de mesure du temps, aussi fonctionnel que beau. Parmi les structures sacrées de Tulum, aucune n'est plus énigmatique que le temple du dieu descendant. Modeste en taille, mais riche en symbolisme, ce temple est dédié à l'une des divinités les plus mystérieuses du panthéon maya. Une figure représentée à l'envers, les ailes ou la coiffe déployée, descendant des cieux. Son image apparaît dans tout Tulum, suggérant une présence gardienne, un superviseur céleste de la ville perché entre mer et ciel. Situé juste à l'ouest d'El Castillo, le temple se dresse au sommet d'une petite plateforme. Il présente un sanctuaire à pièce unique avec un escalier étroit et une niche proéminente au-dessus de la porte. Et là, dans la niche, se trouve l'élément déterminant, le relief en stuc du dieu descendant. La tête en avant, les genoux pliés, les bras tendus comme en plein vol ou en pleine chute. Personne ne connaît son vrai nom, mais les chercheurs l'ont lié à Kinishao, le dieu du soleil, ou peut-être à une divinité des abeilles vénérée pour son rôle dans la pollinisation et la production de miel, des éléments essentiels dans l'agriculture et le rituel maya. La posture descendante est rare dans l'art et l'architecture maya. Généralement, les divinités sont représentées debout, intronisées ou au combat. Mais ici, la figure inversée suggère une inversion spirituelle, un messager entre les mondes apportant l'influence divine dans le royaume humain. Certaines interprétations le relient à Vénus, l'étoile du matin, un puissant corps céleste dans l'astronomie maya associé au cycle de la guerre, de la renaissance et du sacrifice. Le temple lui-même est aligné pour capturer la lumière du soleil couchant, créant un spectacle visuel dramatique à certains moments de l'année. Cet alignement a peut-être signalé des dates rituelles ou des transitions saisonnières. Pour les prêtres de Tulum, ces moments n'étaient pas seulement beaux. C'étaient des rendez-vous divins. L'intérieur du temple aurait contenu des offrandes, des brûle-parfums et peut-être les cendres ou les os de personnes d'élite. Bien qu'il soit petit, c'était un lieu d'une intense signification spirituelle, un espace pour communier avec le ciel, interpréter les présages et accomplir des rites sous le regard attentif du dieu descendant.
Cette figure avec les ailes déployées et le corps inversé est devenue un symbole de Tulum elle-même, une ville qui se dressait au bord de la terre entre ciel et mer, au point tournant du calendrier et du cosmos. Alors que Tulum est célébré pour ses temples et ses alignements astronomiques, ses défenses physiques racontent une histoire différente, une histoire de protection, de stratégie et de conscience géopolitique. Contrairement à la plupart des anciennes villes mayas qui s'étendaient ouvertement à travers le paysage, Tulum a été construite comme une forteresse. 3 murs de pierre massifs encerclent les côtés terrestres de la ville, tandis que le 4e côté se termine par une falaise abrupte au-dessus de la mer des Caraïbes. Elle n'était pas seulement sacrée, elle était sûre. Les murs sont impressionnants même aujourd'hui. Jusqu'à 5 mètres d'épaisseur et jusqu'à 5 mètres de haut à certains endroits, avec des passages étroits qui pouvaient facilement être défendus. Ce n'étaient pas des frontières symboliques. C'étaient des installations militaires pratiques construites pour repousser les pillards, les pirates ou les cités-États rivales. Les entrées étaient petites et peu nombreuses, obligeant tout intrus à entrer en file indienne, vulnérable et exposé. Stratégiquement placés le long du périmètre se trouvaient des tours de guet, des bâtiments trapus et ronds avec de petites fenêtres ou des fentes qui offraient des lignes de vue claires sur la terre et la mer. De là, les gardes pouvaient apercevoir les canoës qui approchaient bien avant qu'ils n'atteignent le rivage. Ces tours ont peut-être également servi de point de communication, utilisant des signaux de fumée ou de feu pour alerter l'élite de la ville de toute menace ou arrivée. Mais ces défenses avaient aussi une dimension spirituelle. Pour les Mayas, les murs ne faisaient pas que tenir les ennemis à l'écart. Ils séparaient le sacré du profane. À l'intérieur des murs, il y avait un espace sacré où les temples s'alignaient avec le cosmos. Les rituels faisaient écho aux étoiles, et chaque pas était surveillé par les dieux. À l'extérieur, il y avait le désert, l'inconnu et le monde instable de la politique et de la guerre. Le positionnement de Tulum lui donnait également un contrôle incroyable sur les routes terrestres et maritimes. Elle se trouvait le long du réseau commercial côtier maya, une artère majeure pour les marchandises se déplaçant de haut en bas dans la péninsule du Yucatan. Le sel, le miel, le jade, l'obsidienne et le cacao passaient par ses portes. Tout marchand naviguant sur la côte voyait la silhouette de Tulum sur la falaise bien avant de l'atteindre, un rappel de son pouvoir et de sa protection. À Tulum, la force et la sainteté n'étaient jamais loin l'une de l'autre. Bien avant les ports coloniaux et les ports internationaux, Tulum était un poste de commerce maritime florissant, un point de contrôle côtier qui reliait les villes mayas de l'intérieur au monde des Caraïbes. Son emplacement n'a pas été choisi uniquement pour sa beauté. Stratégiquement perché au-dessus de la mer avec un accès à des plages de débarquement abritées, Tulum a été construite pour connecter. Les Mayas étaient des marins experts. Ils ont taillé d'énormes canoës dans des sabliers, certains assez grands pour transporter 20 à 30 personnes et des centaines de kilos de marchandises. Ces navires ont pagayé de haut en bas sur la côte du Yucatan, voyageant aussi loin que l'actuel Honduras au sud et la côte du Golfe au nord. Avec les courants dominants et les alizés constants, les marchands mayas ont suivi des routes maritimes bien établies qui ont fait de Tulum une étape clé. Les marchandises affluaient de toutes les directions. Des hautes terres de l'intérieur provenaient l'obsidienne, le jade et le cacao, des objets de valeur utilisés dans les rituels et les échanges d'élite. Des régions côtières, les marchands apportaient du sel, du poisson séché, des textiles de coton, du miel, des plumes et des coquillages. Tulum ne produisait pas tous ces articles elle-même. Au lieu de cela, elle servait de point de distribution où les marchandises pouvaient être stockées, taxées et redirigées le long du réseau. Ce qui rendait Tulum unique, c'était sa combinaison d'accès à la mer et de structures défensives. Contrairement aux villes côtières ouvertes, Tulum avait des murs. Cela signifiait non seulement une protection contre les pillards, mais aussi un contrôle sur qui entrait et sortait. Les marchandises étaient surveillées. Les élites percevaient des tributs et les prêtres bénissaient probablement les transactions, renforçant l'idée que le commerce et le rituel étaient étroitement liés dans la société maya. Des marchands étrangers sont peut-être également passés par là. Certains styles de céramique et objets importés suggèrent un contact avec d'autres peuples mésoaméricains, y compris ceux du centre du Mexique et de la côte du Golfe. Tulum n'était pas isolée. Elle était connectée à un système régional qui vibrait d'énergie économique, culturelle et spirituelle. Les canoës accostaient probablement sur de petites plages de débarquement juste en dessous des falaises où les marchandises étaient déchargées et transportées jusqu'à la ville. De là, elles pouvaient être échangées, stockées ou transportées à l'intérieur des terres par des porteurs humains vers de grandes villes comme Koba. Tulum était un carrefour non seulement de géographie, mais aussi d'identité. Pendant des siècles, Tulum a prospéré en tant que bastion sacré et port de commerce animé. Mais comme toutes les grandes villes, sa domination a fini par s'estomper.
Au moment où les Espagnols sont arrivés au début du XVIe siècle, Tulum était encore debout, mais déjà en déclin. Ses murs sont restés intacts, ses temples toujours visibles de la mer. Mais son âge d'or était clairement derrière elle. Alors que s'est-il passé? Le déclin de Tulum a probablement été progressif, pas catastrophique. Il n'y a aucune preuve de guerre ou de destruction violente, aucun signe d'incendie massif ou d'invasion. Au lieu de cela, il semble que la ville ait lentement perdu son importance stratégique. Alors que les réseaux commerciaux se sont déplacés et que des centres plus importants de l'intérieur des terres comme Chichén Itzá et Mayapan ont connu une expansion puis une chute, l'influence de Tulum a commencé à diminuer. Les artères économiques qui coulaient autrefois à travers ces portes se sont peut-être déplacées ailleurs. Il y a aussi le contexte plus large de la civilisation maya. À la fin de la période post-classique, de nombreuses villes mayas connaissaient déjà une fragmentation politique, des alliances changeantes et une diminution des populations. Les stress environnementaux, y compris les sécheresses et l'épuisement des sols, ont probablement contribué à l'instabilité à travers le Yucatan. Ces facteurs se seraient répercutés sur Tulum, même si elle était plus côtière et moins dépendante de l'agriculture. Puis vinrent les Espagnols. En 1518, l'explorateur espagnol Juan de Grijalva a navigué devant Tulum. Son équipage a noté les hauts bâtiments en pierre de la ville et ses murs imposants. Ils ont été frappés par son ampleur et sa structure. Quelques années plus tard, lors de l'expédition des Hernán Cortés au Honduras, les Espagnols ont de nouveau croisé Tulum, remarquant sa beauté et le temple imposant qui se dressait comme une sentinelle au-dessus de la mer. Mais ils ne se sont pas arrêtés pour la conquérir, pas tout de suite. À la fin du XVIe siècle, cependant, Tulum était abandonné. Que ce soit par la maladie, la perturbation du commerce ou le bouleversement culturel apporté par la colonisation et le christianisme, ses habitants sont progressivement partis. Ce qui restait, c'étaient des temples vides, des murs usés par le vent et l'écho de rituels autrefois exécutés sous les étoiles. Pourtant, Tulum n'a jamais complètement disparu. Contrairement à de nombreuses ruines mayas enveloppées dans la jungle, elle s'est dressée à découvert. Visible depuis l'eau, une ville fantôme sur la falaise. Les marins l'ont dépassée pendant des siècles, sa silhouette étant un marqueur d'un monde qui avait glissé dans la mémoire. Bien longtemps après que son dernier encens ait brûlé et que ses derniers commerçants soient partis, Tulum se tenait silencieuse au-dessus de la mer, non pas perdue, mais en attente. Contrairement aux villes de la jungle comme Palenque ou Calakmul, Tulum n'a jamais été complètement enfoui. Son perchoir sur la falaise l'a gardé visible pour les marins et les locaux. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle qu'elle a réintégré l'imagination historique du monde. En 1842, deux explorateurs, John Lloyd Stephens et Frederick Catherwood, sont arrivés à Tulum lors de leur expédition maintenant célèbre à travers le monde maya. Stephens, un diplomate américain, et Catherwood, un artiste britannique, ont été parmi les premiers Européens à documenter les ruines en détail. Les illustrations d'El Castillo et du temple du dieu descendant de Catherwood ont fasciné les lecteurs européens, et Tulum a rapidement acquis une renommée comme l'un des sites mayas les plus photogéniques et accessibles. Les travaux archéologiques ont augmenté au XXe siècle. Le gouvernement mexicain a commencé des efforts de préservation, stabilisant les structures et dégageant la végétation. Contrairement aux ruines de la jungle profonde, Tulum était relativement facile d'accès et est rapidement devenu une destination populaire. Non seulement pour les historiens, mais aussi pour les touristes, les photographes et les chercheurs spirituels. Aujourd'hui, Tulum est l'un des sites archéologiques les plus visités du Mexique. Des milliers de personnes passent chaque jour par ces portes de pierre, devant des temples qui s'alignaient autrefois avec les étoiles et des murs qui défendaient autrefois un sol sacré. Les visiteurs se tiennent là où les prêtres mayas traçaient autrefois Vénus dans le ciel et où les marins voyaient autrefois la ville émerger comme une vision des vagues. Pourtant, la vraie magie de Tulum réside dans ce qu'elle continue de révéler. De nouvelles études utilisent le balayage lidar et la cartographie par satellite pour découvrir davantage sur l'aménagement d'origine du site et ses liens avec des villes de l'intérieur comme Coba. Les chercheurs débattent encore de la véritable identité du dieu descendant, de la fonction précise d'El Castillo et des raisons exactes de la chute de la ville. Mais au-delà des questions, Tulum reste un symbole de la résilience maya, du génie architectural et de la curiosité cosmique. Elle nous rappelle que les peuples anciens n'étaient pas isolés dans le passé. Ils ont navigué sur les océans, suivi les étoiles, construit des observatoires et structuré des villes autour de cycles plus grands qu'eux. Tulum n'est pas seulement des ruines sur une falaise. C'est un témoignage vivant d'une civilisation qui voyait l'univers comme quelque chose à aligner et non à conquérir. Et cette vision résonne encore à chaque fois que le soleil levant se déverse sur la pierre.